Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Douceur et Confidence. Alors découvrez en toute intimité une personnalité qui fait l'actualité culturelle, aborder des questions de développement personnel, de bien-être et de spiritualité, le tout saupoudré de la magie des fées. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Alouche, steward, créateur de contenu. Son livre Le guide anti-stress de l'avion est paru aux éditions Gallimard Loisirs. Bonjour Mathieu, je te remercie d'avoir accepté mon invitation féerique. Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Merci pour ton invitation et merci pour tous ces sourires déjà. Ça commence bien, j'aime bien. Puis ça nous replonge quelques années en arrière, puisque nous nous étions croisés dans une autre de tes vies. Oui, 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 sur BTLV, dans une émission de radio qui abordait tout plein de sujets qui ont un lien avec toi. Tout à fait. Alors là, on va parler de toi. Ton livre est pour moi vraiment un guide pour rassurer toutes les personnes qui ont peur en avion, dont je fais partie. Ah, tu en fais partie, tu fais donc partie des une personne sur trois qui ont peur en avion, et voire un petit peu plus d'ailleurs. Et ouais, c'est le but de ce livre, c'est essayer de rassurer, de donner le sourire aux personnes qui veulent voyager et retrouver leur famille à l'autre bout du monde, peut-être voyager pour la première fois de leur vie, peut-être partir pour une aventure, parce qu'un voyage c'est une aventure. Donc je m'adresse essentiellement, ouais, à toutes ces personnes-là, et puis à toutes celles et ceux qui sont curieux et curieuses aussi de savoir ce qui se passe pendant un vol, avant un vol, après un vol. Ça aurait pu s'appeler le guide du voyage en avion, tout simplement, mais c'est vrai que je m'adresse plus particulièrement à celles et ceux qui sont qui ont un peu les mains moites avant de prendre l'avion. Oui, puis tu permets de dédramatiser aussi parce on a des a priori, on a des croyances sur certains, aspects et finalement quand on lit ton ouvrage, on s'aperçoit que, bah, il y a rien de dramatique et c'est un des moyens finalement les plus sûrs. On a beau savoir, même quand on a peur, que c'est le moyen de transport le plus sûr, effectivement, comme tu dis, en fait, il y a plein de croyances et il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas. Et donc forcément, ça amène potentiellement beaucoup d'inquiétudes, alors que finalement, quand on les explique les choses, bah, on les comprend et donc du coup, on est plus rassuré. Encore hier, je recevais peut-être le 200-300e message d'une abonnée qui a lu mon livre et qui a pu voyager sereinement et qui a pu retrouver justement sa famille qu'elle n'avait pas vue depuis des années en fait parce qu'elle avait peur de prendre l'avion. Donc une fois que tu comprends les choses, et ça c'est valable pour tout hein, dans la vie, souvent c'est quand on ne comprend pas ou quand on ne connaît pas les choses qu'on a peur. Et je pense que quand on les comprend et qu'on les décrypte, et ben, on les vit un petit peu mieux. Et alors comment est née cette envie d'écrire un ouvrage sur cette thématique particulièrement? Bah, ça fait à peu près ouais, bien 7 ans que je fais des vidéos sur les réseaux sociaux parce que j'ai toujours été amoureux de l'audiovisuel. Hein. Comme on le disait tout à l'heure, on s'est connus dans une vie plutôt radiophonique avant. J'ai toujours été passionné par ça. Donc j'ai partagé mes escales avec les gens qui ne pouvaient pas forcément voyager pour faire découvrir des bons plans, des idées, pour faire voyager. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai fait des sketchs où j'imitais des hôtesses, des stewards, des pilotes, enfin voilà. Et alors c'est marrant parce que sur Instagram et Facebook ça prenait bien, et alors sur TikTok ça prenait pas du tout, les gens ils n'étaient pas du tout intéressés par mes sketchs, en revanche ils me posaient plein de questions sur le métier. Et en fait, alors j'adorais faire rire avec mes sketchs, mais en parallèle je prenais peut-être beaucoup plus de plaisir à partager et à transmettre aussi bien aux personnes qui ont peur en avion que les personnes qui rêvaient de devenir steward ou hôtesse de l'air ou juste les gens qui voyageaient. Et je trouvais que transmettre un savoir, bah, c'est hyper enrichissant. Je sais pas, ça m'a toujours plu. Et donc je me suis entre guillemets engouffré là-dedans plus que dans les sketchs. Et puis les sketchs, à un moment donné, j'avais fait le tour un petit peu. Tu sais, quand tu te fais toi-même plus trop rire, tu te dis bon, vaut mieux que j'arrête parce que sinon je vais saouler les gens et puis je vais me saouler tout seul, tu vois. Et si tu veux, voilà, ça a pas mal pris. Et j'ai été contacté par Francis, qui est à la communication et aux relations de presse de Voyage Gallimard, qui est, tu vas voir, c'est assez chouette l'histoire parce que lui, à la base, il est copain avec un journaliste avec lequel je bossais sur WeFM à l'époque. Et ce copain journaliste a dû partager ici ou là mes vidéos. Et donc Francis de Gallimard est tombé dessus, il m'a suivi. Un jour, il m'a dit bah, tiens, est-ce que tu n'aurais pas pensé par hasard à écrire un livre? Je lui ai dit bah, écoute, c'est marrant parce que j'y pense
tout en n'y pensant pas du tout, parce que je ne sais pas écrire un livre. Enfin, c'est un truc que voilà, moi, je veux potentiellement faire de la musique, être sur scène, organiser des événements, enfin, plein de choses. Et le livre, oui, effectivement, ça me trotte en tête. Je me dis que ça peut être un bon support pour résumer un petit peu toutes mes vidéos. Et je dis, en plus, c'est très drôle, synchronicité. Ça fait quelques semaines qu'il y a une dame qui me contacte, qui est agent d'auteur, qui m'a proposé qu'on se rencontre. Mais elle a annulé 2 fois les rendez-vous. Et je me suis dit, bon, moi, je n'aime pas trop courir après les gens. Enfin, les choses doivent se faire si elles doivent se faire. Les choses se font quand elles doivent se faire. Et là, tu me contactes, on a échangé. Et puis, bah, il m'a aidé un petit peu à la construction d'une note d'attention. Ça a plu à Gallimard. Et j'ai été accompagné par Camille à la rédaction. Je n'ai pas écrit tout seul. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'ai tout écrit. Et derrière, ça a été, si tu veux… Façonné, modelé pour que ça rentre ouais, dans ouais, les codes d'un livre, en fait. c'est ça. Tout en gardant mon ton, mes phrases, mes Bien expressions. sûr. C'est vraiment moi, en fait, c'est assez dingue parce que moi, quand j'ai lu à chaque fois les chapitres revus par Camille Dupont, bah, j'avais l'impression qu'elle n'avait pas changé grand-chose. En même temps, si, elle avait fait en sorte que ce soit parfait. C'est un super travail d'équipe avec vraiment une équipe derrière qui était à fond derrière le projet. Et on a fait ce beau livre qui plaît et qui fonctionne. J'en suis ravi. Parce que ça, c'était un stress. Hein. Je peux te dire que toi qui écris des bouquins, tu sais, tu dis, putain, est-ce que je vais toucher les gens à qui je parle? Et avant qu'ils sortent, quand j'ai dû rendre vraiment la dernière relecture, j'arrêtais pas de me dire, putain, jeudi, je dois le rendre et après, je serai bloqué. Après, je serai bloqué, je peux plus rien faire. Bah, tu sais quoi, le jour où je l'ai rendu, je me suis fait un lambago, le premier de ma vie. Ça ne m'étonne pas parce qu'effectivement, au moment où on fait envoyer en plus sur le BAT les dernières épreuves qui ensuite partent à l'impression, on sait, enfin, moi je suis à une vingtaine maintenant d'ouvrages, mais je sais que ça ne m'appartient plus en fait. Tu vois, c'est comme un enfant que tu laisses partir, Ouais. qui prend son envol, et là tu te dis pourvu qu'il soit chaleureusement accueilli, de cœur en cœur, de maison en maison, et si au moins il peut parler à une personne, moi je me dis j'ai gagné. Banco. Banco, et c'est vrai que tu as envie de faire plaisir. En plus, c'était quelque chose, je l'avais annoncé. Enfin, si tu veux, il y avait plein de gens qui étaient super contents, qui m'ont aidé et tout ça. Et je voulais pas les décevoir. Il n'y a rien de pire que de décevoir les gens qui t'aiment bien et que tu aimes bien, tu vois. Et il y avait un autre stress aussi, c'était d'éventuellement avoir dit une bêtise. Alors moi, j'avais très très peur de me dire, de dire une fausse information ou de m'être trompé et tout ça. Alors, bon, j'ai quand même vérifié toutes mes informations, je les ai revérifiées et survérifiées. J'ai travaillé avec des ingénieurs, des pilotes, enfin j'ai quand même fait un sacré boulot. Et puis j'ai mon chéri qui m'a rassuré, qui m'a dit attends, tu fais pas un bouquin pour de futurs ingénieurs, futurs pilotes qui vont devoir apprendre à combien de kilomètres heure doit voler un avion. Si tu dis qu'au décollage, il roule et qu'il s'envole à 250 km/h alors qu'il est à 260, c'est pas très grave, on t'en voudra pas. Et en fait, ça m'a vachement rassuré, parce que c'est vrai que le but, c'est juste de rassurer. Et si je me trompe de Exactement. c'est pas très très grave. Et on a un petit échange dans le livre avec une très bonne amie, Marianne Darnel, qui est psychologue. Et elle me faisait part du fait que, alors, bon, tu sais, les phobies, ça peut venir de tout plein de choses. Hein. Très souvent, tu n'as pas peur de l'avion. Hein. C'est pas vraiment de l'avion dont on a peur, mais d'autres choses. Alors, tu peux être claustrophobe, tu peux être agoraphobe. C'est vrai qu'on va être 100, 200, 300 dans un avion, donc ça peut être très désagréable. Claustro, tu es quand même enfermé dans le truc. Tu peux avoir peur de l'eau. Et forcément, si tu vas au Canada, à un moment donné, tu vas passer au-dessus de l'eau. Tout à fait, là, tu expliques bien cette partie-là, qu'effectivement, ça nous renvoie à des peurs plus profondes très souvent, et effectivement, le fait de rester enfermé, notamment pour beaucoup, la claustrophobie, quoi. Ouais, ouais. Et des peurs primaires hein, de quand on était bébé, la peur de tomber des bras de son papa ou de sa maman. Ah, forcément, tu es là-haut en train de voler, tu as peur de tomber, alors que techniquement, l'avion, il va pas tomber. Enfin, les avions, ils tombent pas, ils sont faits pour voler. Tu vois. Donc, oui, non, c'est vrai que c'est super intéressant. Alors, je dis, voilà, ce bouquin, il est génial. Visiblement, il fonctionne très bien. J'en suis ravi. Mais parfois, il faut aller chercher un peu plus loin et aller voir un spécialiste, une spécialiste, psychologue, hypnothérapeute, aller faire de la sophrologie, de l'EMDR. Voilà, ça peut aider d'aller voir un ou une spécialiste en plus. Mais ça, je pense qu'on peut le ressentir soi-même et on sait faire ses choix et on sait où aller dans ces cas. Bien sûr. Et est-ce que tu as un souvenir d'une personne qui aurait fait une crise panique, mais vraiment importante, sur l'un de tes vols? J'ai pas eu de crise panique au point de ne plus respirer et tout ça, mais ça peut arriver. Hein. J'ai des collègues qui ont déjà rencontré des personnes dans ces états-là.
Oui, mais après des peurs paniques, oui, j'en ai eu plusieurs, et puis je le vois, on le voit tout de suite au visage de la personne. Euh, et alors c'est très marrant parce qu'en fait ça touche tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de profil type, parce que Mm. c'est carrément normal d'avoir peur en avion. En fait, c'est hyper naturel d'avoir peur en avion, parce que, comme je le dis dans le livre, on n'est pas des oiseaux, donc on n'a rien à foutre dans le ciel. Donc forcément, c'est normal. Il n'y a aucune critique des gens qui ont peur en avion, c'est absolument logique. Après, il y a des degrés de peur. Il y en a qui sont un peu anxieux, un peu stressés, un peu angoissés. Il y a tout ça. Et oui, oui, bah, des personnes qui ont peur en avion, j'en ai rencontré plein. Et en général, ça se passe bien. Alors, tu peux pas faire une thérapie en avion, mais tu peux essayer d'accompagner la personne, lui proposer de boire une petite tisane qui va la rassurer un petit peu et qui va la raccrocher à autre chose, à un autre sens. Mm. Euh, Essayer de lui faire parler de ses vacances, essayer de lui demander, voilà, mais alors du coup, là, vous partez, je sais pas, on va un exemple, vous allez au Mexique, alors du coup, qu'est-ce que vous allez manger là-bas? C'est ça qu'on va faire appel au goût. Quel temps il va faire là-bas? Il va faire chaud. Ah, il va faire chaud. Donc, essayez d'imaginer un petit peu la température sur vos bras quand vous allez sortir de l'avion. Enfin, on va essayer de travailler sur les sens et tout ça, ou je vais essayer de dévier un petit peu l'attention. Proposer, moi, il m'est arrivé il y a quelques mois de proposer à un grand directeur d'entreprise qui avait l'air très sérieux et très statutaire, mais qui au final était complètement flippé. Je lui ai donné une feuille, un stylo, et je lui ai demandé de me faire des dessins. Comme ça, en fait, son attention est partie ailleurs, et en fait, ça lui a fait vachement de bien. Et lui, bon, alors, il avait peur en avion, comme beaucoup de gens, à partir du moment où il a eu des enfants. Il m'a dit, plus j'ai des gosses, plus j'ai peur. C'est normal. Donc, c'est pas de l'avion dont vous avez peur, il y a autre chose. Ouais, c'est ça. Moi, je me souviens d'un vol retour Canada, justement, où on avait eu 3 heures de turbulence. 3 heures, c'est long quand t'es flippé. Et à côté de moi, j'avais un petit couple. Et la jeune femme, tout de suite, elle a vu tout de suite que moi, j'étais une stressée, parce que je parle pas, je me ferme et j'embête personne, hein, mais on voit bien à mon visage qu'il n'est pas du tout détendu. Et quand il y a eu vraiment, c'était des grosses turbulences, mais vraiment. Elle était levée dans les bras de son chéri, elle a lâché son chéri pour me donner la main et me parler pendant 3 heures, pour effectivement détourner mon attention. J'ai trouvé que c'était un acte extrêmement bienveillant, généreux. Voilà, mais je vais rappeler son frère. Elle t'a pris la main, et ça, c'est vachement bien. De se raccrocher à quelque chose de physique. Parce que tu as peur de la dislocation, tu as peur de disparaître, de tomber, de machin. Et là, tu as quelqu'un. Alors, ça aussi, je peux le faire aussi. Est-ce que vous m'autorisez à toucher votre bras, juste mettre la main sur le bras de la personne qui a peur, ça peut lui faire du bien. Je trouve que c'est toujours important aussi de demander l'accord de la personne juste avant, parce que Bien sûr. c'est pas dingo, tu vois, les gens ils veulent pas parfois. Et ouais, ça c'est adorable de sa part. Et tu sais, tu as dit un truc, tu as dit que tu étais vachement fermé, et que juste parfois, c'est un conseil que je dis, quand on a peur en avion, faut pas hésiter à le verbaliser. Déjà, le fait de dire, ça fait du bien. Mais dans toutes les situations, hein, comme dans un couple, quand il y a un petit truc qui va pas, vaut mieux en parler. Le fait de parler, déjà, ça soigne la moitié du bobo. Bah, elle a vu tout de suite, puis on a échangé. En fait, je lui ai rappelé son frère qui était phobique de l'avion. Donc, du coup, elle me dit, j'ai repéré Direct, les signes. c'est ça. Mais bon, toi, concernant les avions, c'est quand même une histoire de famille. Ah bah oui, 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 mon papa était navigant. Donc je pense que ça a aidé à découvrir un petit peu cet univers qui est vraiment très spécial, hein. C'est un autre monde. Bah, d'ailleurs, on n'est pas sur ce monde-là, on est ailleurs, on est là-haut. Enfin, il y a un truc assez magique dans tout ça. Donc j'ai pas mal voyagé quand j'étais petit. En plus, ma mère est écossaise, donc on prenait souvent l'avion pour aller en Écosse voir sa famille. Et puis j'ai beaucoup, beaucoup voyagé parce qu'on a été expat en Angleterre, donc on faisait pas mal d'allers-retours. Et ensuite, mes parents étaient à Tahiti, donc pareil, j'ai pris quand même pas mal de fois l'avion pour les retrouver et tout ça. Et j'ai toujours adoré prendre l'avion. Une espèce d'aventure quand on part en avion. Je sais pas, c'est magique, on est coupé de tout, quoi. On passe au-dessus des déserts, on passe au-dessus de paysages incroyables, on est au-dessus des nuages. Mais moi, je trouve que mais encore aujourd'hui, hein, il n'y a pas un vol où je prends pas genre 2-3 minutes pour regarder dehors et couper un peu et juste voir ce qui se passe dehors. Alors aujourd'hui, bon, il y a Internet dans les avions. Alors moi, je me connecte jamais, hein. J'ai pas le droit. Je dois travailler. Je dois assurer la sécurité à bord. C'est ce que tu expliquais, que vous n'utilisiez pas du tout vos téléphones. Non. Alors après, en fonction des compagnies, pendant ta petite période de pause sur les longs courriers, il me semble qu'il y a des compagnies qui autorisent à allumer son téléphone. Moi, je ne veux pas le faire parce que je trouve que c'est encore l'avion un moment où on peut se couper de tout ça. Moi, je suis
Je suis très addict à mon téléphone, hein. Je passe énormément de temps dessus. Je travaille dessus, en l'occurrence, avec mes vidéos, avec les réseaux sociaux. Donc j'en ai besoin, même pour les soirées que j'organise. Je suis obligé d'aller sur le téléphone pour la billetterie, enfin toutes ces choses-là. Mais j'aime justement l'avion pour être coupé de cette bulle. Mais bon, parfois ça m'arrive de prendre mon téléphone pour prendre une photo quand même, parce qu'un lever de soleil ou un coucher de soleil, quand on est au-dessus des nuages et que le ciel est complètement orange, violet, rose, aux couleurs de mon livre, hein. D'ailleurs, j'ai voulu que le livre reprenne un petit peu ces couleurs-là. C'est quand même. Ouais, c'est magique. Et voilà, il y a un truc de famille, il y a une culture, si tu veux, de l'aérien quand on a des parents ou quelqu'un dans la famille qui bosse dans l'aérien. Il y a une culture, il y a un truc. Il y a mon frère qui a été steward saisonnier aussi. Donc, tu sais, quand tu es le petit frère, forcément, tu veux faire les mêmes trucs que tes grands frères et tes grandes sœurs. Donc ouais, ça y a joué. Et puis ma mère qui m'a dit, quand j'avais 18 ans, tiens, bah, je pourrais peut-être trouver un petit job d'été. Elle fait, tu sais, Damien, il a été steward, hein, tu te rappelles? Je fais, bah oui, ça avait l'air trop bien. Elle fait, bah pourquoi tu le ferais pas? Je fais, bah ouais, grave. Et alors là, j'ai goûté au métier en tant que saisonnier. Et là, je me suis dit, bah, c'est entre autres ce que je veux faire. Et alors, comment passe-t-on de la radio finalement au métier de steward? En prenant une sacrée décision, parce que c'est quand même deux univers complètement différents. Mon changement de vie, entre guillemets, a eu lieu quand j'avais 30 ans. J'étais bien installé dans les médias, c'est-à-dire que je bossais pour deux médias différents, toujours avec Bob Belanca, à la fois sur BTLV, mais aussi sur WeFM, et puis je faisais aussi de la télévision. J'avais commencé à faire des pubs radio et tout ça, et c'était vraiment, vraiment une énorme passion, l'audiovisuel, et ça l'est toujours aujourd'hui. Mais il y avait toujours cette petite voix dans ma tête qui, tous les jours, me rappelait que les avions me manquaient. Que mon expérience de vingtenaire saisonnier steward me manquait énormément. Au point qu'avec Bob, une fois, on est parti au Canada, justement, on prend l'avion, et puis dans l'avion, j'avais envie de pleurer parce qu'en fait, ça me manquait. En fait, il me manquait cette part de moi pour m'accomplir totalement. Et j'ai un copain de quand j'avais la vingtaine qui m'a envoyé un message un jour, qui m'a dit, ouais, tu sais qu'il y a telle compagnie qui réembauche, tu pourrais peut-être te renseigner là-dessus et tout ça. Je fais, mais non, mais là, c'est mon rêve, enfin, c'est vraiment mon rêve. Et je suis arrivé à un moment de ma vie où j'ai besoin d'encore plus m'accomplir. Donc Bob, qui est quand même, il a été mon prof en école de radio, il m'a embauché en tant que stagiaire pendant 1 an à WeFM, et ensuite il m'a embauché pour de bon. Et il m'a tout appris, c'est mon père spirituel de la radio. Et ça a été un peu compliqué de lui dire, bah écoute, je vais certainement partir dans les avions. Il m'a dit, bah fonce, il faut que tu réalises ton rêve. En fait, il le savait, quoi. Ça a été super, il a compris tout de suite, mais tout de suite. Et je savais, c'est marrant parce que les sélections pour entrer en compagnie parfois sont très compliquées parce qu'il y a des milliers de candidats, que seulement quelques petites centaines de personnes embauchées. Mais il y a un peu la pensée créatrice, pour moi c'était évident que ça allait le faire. Je le savais. Je me projetais, je le savais, et puis c'était le bon moment aussi. Et comment on passe de l'un à l'autre? Bah, en y croyant, en ayant cette force et cette envie de réaliser son rêve. Et alors oui, c'était un peu compliqué parce que il fallait trouver quelqu'un pour me remplacer, mais bon, personne n'est irremplaçable, mais il y a quand même, il faut trouver la bonne personne, il faut tout transmettre, et ensuite il faut se dire, bon bah potentiellement, je ne vais pas être embauché. En plus, c'était une époque où il fallait que je sois demandeur d'emploi pour passer les sélections, enfin il y avait tout un micmac un peu stressant quand même. Et bah, en fait, ça s'est fait, je sais pas, ça s'est fait mais tellement naturellement, tellement c'était meant to be, entre guillemets. Ça s'est fait, ça s'est très bien fait. Bah, c'est super. Ouais, ouais, tu as cru en tes rêves, en ton potentiel, ouais, tu as écouté, l'appel de ton âme, en fait, c'est ça qui est génial. Ouais. Et puis les proches aussi, les proches n'ont à aucun moment émis de doute. Donc c'est hyper important quand dans ton entourage, tu as quelqu'un qui dit tiens, j'aimerais bien ceci, cela, machin, ne jamais douter. Enfin, moi j'ai mon mari qui m'a toujours encouragé à me dire mais vas-y, mais fais ce que tu as envie de faire, réalise tes rêves. Mes potes aussi, et Bob en l'occurrence, avec qui j'ai quand même une amitié incroyable et avec qui j'ai construit tout plein de choses. Au lieu de me dire putain ça me fait chier, j'aime trop bosser avec toi, il m'a dit file, fonce, fonce, et je serai toujours là si besoin. Bah, je peux te dire que ça rassure vachement quand on a un entourage. Tu vois, hier j'ai reçu un message de quelqu'un qui me dit oui, alors ma fille fait Sciences Po, mais alors personne dans la famille comprend, mais elle veut devenir hôtesse de l'air, alors du coup machin, qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire? Et là je lui ai répondu juste lui faire confiance et l'encourager. Le reste elle se démerdera. C'est sûr que quand on est, soutenu, ça allège et ça porte. Complètement. Effectivement, quand on est seul à batailler, pour avancer
et croire en ses rêves et ne pas être soutenu par l'entourage proche, c'est plus délicat. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord. Il faut pas hésiter à, faut pas être timide. Si on a des proches, des potes qui veulent se lancer dans un projet, qui veulent, ou qui sont dans un projet et qui parfois butent un peu, galèrent un petit peu, même si on croit en eux, faut pas hésiter à leur dire. Mmh. Faut pas hésiter à leur dire. Alors, est-ce que voler, c'est une façon de te sentir libre? Bah oui. Bah oui, oui. Oui, oui, bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Tu voles, Mmh. tu as cette liberté et cette chance d'être là où quasiment personne n'est passé avant. Enfin, il y a tout plein d'avions qui sont passés avant, mais je veux dire, c'est quand même assez surréaliste quoi, d'être là-haut. Je crois qu'un des plus grands rêves de l'être humain est de pouvoir voler comme un oiseau, de pouvoir. Moi, j'aimerais bien savoir voler, j'aimerais bien savoir respirer sous l'eau et nager avec les dauphins. Enfin, euh, ouais, tu as cette liberté, puis cette liberté aussi de rencontrer le monde entier, cette liberté aussi d'avoir une espèce d'autre une deuxième vie, enfin pas une deuxième vie, mais tu sais, quand tu es en escale, tu es loin de ta famille, tu es proche de ton couple et tout ça, mais alors il y a des gens qui peuvent très mal le vivre, et alors moi parfois il m'arrive de temps en temps d'être assez triste, hein, de ne pas être avec mes proches, de ne pas être avec mon amoureux et tout ça, mais à d'autres moments, je suis, la plupart du temps d'ailleurs, je suis comme très content de vivre ma propre vie rien qu'à moi. Parce que de toute façon, tu es à l'autre bout du monde. Donc, Mmh. si on te propose, tiens, tu vas boire un café et que tu n'en as pas envie, bah, de toute façon, tu peux pas, tu es à l'autre bout du monde, donc tu le feras pas. Et puis, c'est bien aussi, je trouve que c'est très, très important dans une vie de couple d'avoir ces moments de. Alors, c'est bizarre, le mot liberté, attention, faut pas le. Oui. C'est dans le sens positif, hein, pas le côté je suis enfermé dans mon couple, machin, non, c'est juste liberté, c'est un très joli mot aussi. De vivre sa propre vie et de ne pas oublier qu'on est libre et qu'on est soi-même et qu'on fait ce qu'on veut nous. J'ai rencontré trop de personnes qui, tu vois, sur une escale, il y a quelques mois, on était au Brésil et je propose à deux, trois personnes d'aller à une soirée, mais l'après-midi, une espèce de tea dance, machin. Et il y a une collègue qui a dit non, 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 moi je peux pas venir avec vous. Mon mec, il voudrait certainement pas que je sorte faire la fête alors qu'il y aura potentiellement d'autres garçons. Je, mais, Mmh. alors, je me suis pas permis de dire quoi que ce soit, mais je pense que ça se voyait à ma tête où j'étais assez choqué, où je me suis dit, mais tu vis pas. Enfin, c'est important de vivre pour la personne qu'on aime d'une certaine manière, mais il faut vivre pour soi. Il faut s'épanouir soi-même, il faut être heureux soi-même. Enfin, Et puis c'est si puis on y reviendra tout à l'heure, mais si l'autre t'aime, il veut te voir heureux, exactement comme Bob t'a oui, laissé prendre ton envol, tu vois? exactement. Va faire tes trucs, fais ta vie, vis tes expériences. Enfin, je sais pas, voilà, nous, enfin, moi, dans ma relation de couple, c'est comme ça qu'on a toujours vu les choses, hein. Moi, au bout de 4 ans de relation, mon chéri a eu une opportunité aux États-Unis pour aller travailler là-bas. C'était son rêve de vivre cette expérience-là. Quand il m'en a parlé, tout de suite, je lui ai dit, bah, go, vas-y, on s'organise comment, on fait comment. Et puis on verra, la vie, elle se fera bien. Ça va bien se passer. Ah, ça n'a pas été évident. C'est triste, hein, mais en fait, ça s'est super bien passé. Ça a même renforcé notre couple. Enfin, et je connais trop d'autres couples qui ont refusé en disant, bah non, non, tu ne vas pas réaliser ton rêve parce que du coup, logistiquement parlant, à la maison, ça va être compliqué. Moi, ça me rend très triste quand j'entends ça. Mais Ouais, après, c'est propre à chacun en fonction aussi de sa propre histoire, ses propres blessures. Et puis parfois, il y a des gens qui pensent vivre une histoire d'amour, mais qui sont dans une histoire d'attachement, de désir. Il n'y a pas d'amour en fait, tu vois, ouais, il y a pas les bases. ouais, 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 ouais. Mais c'est pas un jugement, c'est juste un constat. Et chacun, on fait du mieux qu'on peut avec, avec ce qu'on a et d'où on vient en fait. Tu vois, Complètement, je suis d'accord avec toi. Tu as choisi Paradise City pour symboliser, la liberté. Pourquoi ce titre? Bah, rien que d'en parler, je sais pas, j'ai des petits frissons parce que je pourrais pas l'expliquer, si ce n'est peut-être qu'elle est assez éloquente, elle est assez folle, elle ouvre des portes, cette chanson des Guns N' Roses qui est du rock de stade, comme on appelle ça. Et c'est vrai que le clip, quand on voit le clip, je vous invite à le regarder, il est assez foufou. C'est avant un live dans un énorme stade de foot où c'est grand, où c'est. Puis je sais pas, il y a une espèce de. Je sais pas, un truc hyper. Bah, je m'imagine bien en voiture partir pour une grande balade avec cette musique à fond dans la bagnole, quoi. Enfin, je sais pas, c'est hyper entraînant. Et puis, je sais pas, alors, Paradise City, je sais pas si c'est Las Vegas ou si je sais pas où c'est Paradise City, mais c'est Paradise, quoi. Enfin, il y a un côté, je sais pas, j'aurais du mal à exprimer ou à expliquer pourquoi, mais je la trouve tellement entraînante et tellement positive. Elle est folle.
Ta sensibilité, est-ce qu'elle s'exprimait déjà quand tu étais enfant? Je pense que oui. J'ai toujours été genre hyper sensible sur plein d'aspects, sur plein de points, sur les autres. Je sais que ma mère, je ne sais pas si ça peut être lié à ça, mais je pense que si, j'ai été toujours sensible aux personnes qui n'étaient pas dans la norme, entre guillemets. Et moi, ça ne me dérangeait pas d'être avec eux, au contraire, ou avec elles. Bon, c'était carrément naturel et normal. Ma mère, elle m'a toujours dit, mais c'est génial, parce que toujours tes copains, tes copines, c'est toujours le plus petit, le plus grand, le plus gros. Enfin, il y a toujours eu, quand j'étais en colo, je me rappelle, il y a eu une colo où il y avait deux filles qui étaient handicapées mentales, et pour moi, il y avait pas de. Enfin, on s'en foutait. Enfin, c'était OK, t'as ça, tu vois, et puis bah, on était copains-copines, et c'est OK. Alors que les autres, ils avaient plutôt tendance à ricaner. Tu sais, quand t'as 12-13 Mmh. ans, voilà, des fois t'es un peu con, mais bon, c'est la vie. Donc j'ai toujours été assez sensible à la musique aussi. Moi, je suis musicien, enfin, je suis musicien à la base. J'ai commencé la musique, je devais avoir 7 ans. J'en joue beaucoup, beaucoup, beaucoup moins maintenant, mais enfin, jusqu'à mes 22-23 ans, j'étais à fond dans la musique tout le temps. C'est ce qui rythmait ma vie. Et ça m'a toujours parlé. Je m'exprimais par la musique, par le dessin, par le fait de jouer avec les potes dehors, à courir, à être toujours créatif et tout ça. Et je pense que, je pense que j'ai toujours eu une certaine sensibilité. Ouais. Mmh. Et tu joues de quel instrument? Un peu tout. Pas super bien de chaque instrument, mais un petit peu de piano, un peu de guitare, un peu de batterie, je chante un petit peu. Et ouais, tout ce qui va toucher aux percussions. Quoi, alors, je parle au présent, j'ai 37 ans aujourd'hui. J'étais 1000 fois meilleur quand j'avais entre mes 15 et 25 ans. J'avais une espèce de facilité à découvrir les instruments. Aujourd'hui, je reprends ma guitare, je rejoue toujours les mêmes morceaux qu'il y a 15 ans, si tu veux, c'est des 7 marrons, et j'ai Mmh. pas progressé, si tu veux. Mais à la base, c'est plutôt la guitare. Et aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, tu peux vraiment dire que tu es à l'écoute de ton âme? Bah, moi, je m'écoute, ouais. Alors, je sais pas si c'est de mon âme, de mon cerveau, de mon cœur, de mes envies, mais en tout cas, oui, je pense qu'on peut dire ça. Je m'écoute. J'ai envie de faire quelque chose, je ressens quelque chose, je le fais. Tant que ça me fait pas de mal et que ça fait de mal à personne d'autre, j'y vais. En fait, une espèce de truc. Alors, ça fait rire mon mec à chaque fois parce que je dis, mais tu sais qu'on peut mourir demain, en fait. Et juste, faut profiter et faire ce qu'on a envie de faire. Là, pour l'instant, quand on va bien, quand on a la chance d'être en bonne santé, quand on a la chance de pouvoir bouger, faire, parler, se déplacer, enfin toutes ces choses, il faut en profiter. Parce que demain, on n'est pas à l'abri de vivre un drame, on n'est pas à l'abri de perdre quelqu'un, de plus avoir le moral pendant 2 ans, de machin. Donc, il faut la bouffer, la vie, quoi. Faut faire ce qu'on a envie de faire. Parfois, je m'en veux parce que j'ai encore d'autres trucs en tête que je veux faire et je me dis, mais vas-y, mais bouge-toi le cul, fais-le maintenant. Et après, il y a aussi le côté des choses se font quand elles doivent se faire. Ça, il y a un petit coup de pied au cul, c'est bien, mais parfois, il faut aussi attendre un peu et laisser les choses. Mais ouais, je m'écoute. Ouais, ouais. Du coup, ça elle te enfin, ce que j'appelle moi l'âme, elle te guide, à travers le cœur, elle te guide sur tes choix personnels, autant personnels que professionnels. On l'a vu, Oui, précédemment. oui, surtout, ouais, ouais, carrément. J'essaie de faire et d'être ce que j'ai envie de faire et qui j'ai envie d'être. Enfin, Et alors, que signifie pour toi la créativité? je sais pas ce que ça signifie, mais en tout cas, j'en ai besoin tout le temps. Enfin, tu vois, par exemple, dans l'avion, je peux pas vraiment être créatif, si ce n'est faire des petits cadeaux avec ce qu'on a à bord, si tu veux. On peut avoir des petits trucs, on peut faire des petits papiers, des petits mots, on peut faire des petites choses, c'est un peu sympa. Mais moi, j'ai besoin de créer. Donc, je crée de par mes vidéos, je crée par les soirées que j'organise. J'en organise entre 1 et 2 par mois, depuis quasiment 4 ans maintenant. Et là-dedans, bah, je crée. C'est-à-dire que hier encore, j'étais en train de créer des autocollants pour les personnes qui vont venir à ma prochaine soirée. Donc là, c'est de la création sur Photoshop. La semaine dernière, j'ai créé des petites cartes à gratter comme des bancos pour les gens qui venaient à la soirée, parce qu'en fait, j'ai organisé une soirée qui s'appelle la Versa. Et en fait, c'est orienté autour des signes astro, en fait. Et c'est assez rigolo. Et le 25 janvier, ça sera les Verseaux qui seront à l'honneur. Et donc, je vais leur donner ce petit jeu à gratter. Ils vont pouvoir gagner un petit truc, machin. Donc, voilà, c'est un peu de créativité, tout ça. Il faut le fabriquer, il faut imaginer le truc, faire des drapeaux, de la décoration, tout ça. Moi, ces soirées, si tu veux, elles durent depuis. Il y a la turbulence aussi en lien avec les avions. J'ai déjà toute la déco, j'ai tout ce qu'il faut. Mais en fait, à chaque soirée, bah, chaque mois, je me dis, tiens, il faut un petit truc en plus, il faut un nouveau petit néon, il faut un nouveau drapeau, un nouveau visuel, machin. Et ça m'alimente, j'ai besoin de ça. Si tu veux, j'ai un métier. En tant que steward, j'ai du temps entre mes vols où je peux me reposer, où je peux juste être dans mon canapé à rien faire. Je ne peux pas rien faire. Je ne peux
peux pas. J'ai besoin de créer, j'ai besoin de faire des choses, j'ai besoin de créer des projets, j'ai besoin de voir l'évolution d'un truc. Je le dis souvent, euh, avoir des objectifs, c'est vraiment hyper important. Les atteindre, c'est quelque chose, je pense que c'est chouette, mais le plus intéressant, c'est tout ce qui va se passer avant d'atteindre cet objectif. Parce qu'une fois que tu as atteint ton objectif, alors je dis que tu as atteint, non, moi, une fois que j'ai atteint mon objectif, en général, je suis comme, ok, c'est cool, c'est bien, mais du coup, je l'ai, c'est fait. Et donc, il me manque le côté créatif, parce que c'est bon, je l'ai. Donc, Mais parce qu'en fait, tu vas m'amener à ma question qui est, est-ce que quand tu es en plein vol, mais aussi du coup en pleine créativité, c'est une façon de te sentir vivant et pleinement, pour le coup, quand tu es dans ta créativité, dans l'ici et maintenant. Et c'est ce que tu expliques en fait, c'est ça, c'est la partie émulsion, imagination, ouais, création qui est la ouais, plus importante. Et en fait, ça amène aussi au lâcher-prise. Moi, c'est ce que j'explique même dans les ateliers. C'est le lâcher-prise pour beaucoup, c'est je fais rien, pas du tout. C'est initier des choses qui vous tiennent à cœur, être pleinement dans cette émulsion de votre imagination, de votre inspiration, mais lâcher prise sur le résultat. Parce ouais. que le résultat, c'est demain. Et puis, comment ça va se réaliser, on s'en fiche finalement. L'essentiel, c'est ce que tu dis, c'est ce qui vibre au moment où on est dans cette création. D'ailleurs, on n'a plus de notion de temps. Enfin, moi, quand je suis en train de créer, concevoir des émissions ou effectivement en train d'écrire, à un moment donné, je dis, oh là là, j'ai faim, je regarde, ah bah oui, il est 23h30. Bah oui, c'est normal, tu vois. Parce que tu n'as plus cette notion, tu es vraiment dans ta bulle, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et si tu veux, cette bulle, je l'avais avant quand je faisais de la musique, justement. Je pouvais passer des heures à faire de la musique et ne pas regarder l'heure et tout ça. Maintenant, alors, tu vois, à un moment donné, on ne peut pas être créatif partout. Euh, si je ne fais plus de musique, c'est peut-être parce que je me donne beaucoup dans mes soirées, dans mes vidéos. Je me mettais beaucoup dans mes sketchs et tout avant. Et à un moment donné, bah, ton corps, ton esprit, il se focus sur un truc. Mais bon, c'est la même chose, hein, que je fasse de la musique ou que j'organise une soirée ou que j'écrive une vidéo ou que je la tourne ou que je la monte. Tu vois, les vidéos que je tourne, une fois qu'elle est postée, j'en ai presque plus rien à foutre en fait, si ce n'est les retours que je vais avoir, les questions qu'on va me poser. Mais ce qui m'a excité, c'est d'avoir l'idée de me dire, attends, comment je vais la construire, cette vidéo, comment je vais la monter. C'est ça qui est super, super chouette. Ouais, c'est tout le chemin, quoi. C'est le parcours pour arriver au truc. Moi, je suis Jean-Michel Brainstorm. J'adore brainstormer avec mon chéri sur les soirées. Ce matin encore, avant l'enregistrement, je parlais avec mon DJ, la drag queen de la soirée La Turbulence, pour essayer de voir comment on pouvait organiser la prochaine, parce qu'on revient dans un lieu où on a été avant, qu'on va un tout petit peu transformer. Et j'ai adoré papoter avec eux, avoir leur avis, donner mon avis, essayer de voir un petit peu, créer le truc. Et les gens vont peut-être pas s'en rendre compte quand ils vont passer la soirée avec nous. Mais nous, on aura cogité avant. Et ça, je sais pas, ouais, ça me fait vivre, quoi. Et tes soirées, elles sont uniquement à Paris? Non, alors, si tu veux, donc nous, on a 3 ans et 8 mois qu'on fait ces soirées. Et au tout début, j'ai fait Paris. Très rapidement, j'ai fait Bordeaux, Toulouse, Lille, Marseille. Et j'ai reconcentré, si tu veux, mes soirées à Paris pour la faire vivre, la faire exister. Et là depuis quelques mois, je reviens un petit peu en dehors de Paris. On est revenu à Lyon, on est revenu à Toulouse, parce que c'est une autre dynamique, c'est une autre ambiance, c'est pouvoir faire profiter d'autres personnes qui ne peuvent pas venir à Paris. C'est le partage, c'est ouais, c'est la petite vadrouille, on part en colo pour faire la fête, quoi. Il y a un côté un peu Bon, chouette. ben, si tu passes à Tours, fais-moi signe. À fond, carrément, on fera une turbulence à Tours. Et si tu veux, moi je suis tellement sur le 2.0 avec mes vidéos qu'il faut que je vois du monde et que essayer de transformer ce côté où on est tous tombés un peu dans les réseaux sociaux, on est tous tombés dans l'ordinateur et le téléphone, mais à un moment donné, voilà, ce truc-là, on va le couper, on va se rencontrer, on va se voir pour de vrai, on va danser ensemble, on va rigoler ensemble, on va bouffer ensemble et on va se voir, on va chanter ensemble, on va se rencontrer, on va faire du vrai, quoi. Fais-tu confiance à ton intuition? Ah, waouh, c'est intéressant comme question. Alors, oui et non, mais globalement, ouais. En fait, je suis plutôt le genre de mec qui va. Moi, je fonce et je réfléchis après. Je trouve ça rigolo de faire comme ça parce que du coup, tu as des surprises. Et puis, de toute façon, même si tu réfléchis trop, après, bah, tu restes. Non, j'aime bien demander l'avis aux autres aussi, alors qu'au final, je vais quand même aller dans mon truc. Mais ouais, en général, je fais, je suis hyper spontané en fait, donc je fais. Mais
j'aime bien aussi cogiter. Enfin, c'est-à-dire que c'est un peu une Bah, double réponse que je te donne. pour moi, l'intuition, tu cogites pas, justement. Cogiter, c'est le mental, alors que l'intuition, c'est la voix de l'âme. Et du Oui, coup, c'est je- c'est ins- c'est instinctif, c'est la première impulsion, je dirais, tu vois. Donc, ouais. Mais j'ai les et deux. En fait, à la ouais. fois, je suis mon intuition sur plein de trucs, et puis à d'autres moments, je vais aimer cogiter et de ça machin, mais j'ai l'impression que plus tu cogites, bah, moins tu sais en fait. Donc parfois, il vaut mieux y aller. Et puis après, bon, bah, tu adaptes. Mm. Oh, pas compliqué, hein. Et est-ce que ton intuition, quand tu sais que c'est elle, est-ce que tu as des ressentis? Est-ce que ça passe par le corps? Est-ce que c'est une petite voix? C'est comment tu la Pareil, captes, tu la perçois, toi? pareil, je dois le sentir en moi, quoi. C'est juste dans mon cerveau. Alors je dis le cerveau, et en même temps, j'ai plus l'impression que c'est plus tu sais, dans Au la niveau cage du cœur? thoracique, un petit peu, quoi. Ouais. Ouais, ouais, un petit peu plus dans le cœur. Je sais pas, tu sais, tu le sens, quoi. Enfin, non, non, j'ai pas forcément de petite voix. La petite voix, ça va être moi, hein. S'il y a une Mm. petite voix, c'est ma propre petite voix. C'est peut-être la petite voix de moi, peut-être plus jeune, qui va me dire, vas-y, fonce, t'avais envie de le faire, vas-y, fonce, fais-le. Tu vois. Donc, ouais, non, je suis plutôt dans l'intuition. Et tu es à l'écoute des signaux que t'envoie ton corps? Ouais, alors moi, ça va être par exemple lié à la fatigue. Vu que je fais plein de choses et qu'en plus je suis tout le temps en jet lag, que je travaille de nuit dans les avions, que je travaille aussi un peu de nuit avec les soirées et tout ces machins, moi, ça va être le sujet fatigue. Je m'écoute énormément. C'est-à-dire qu'en pleine journée, alors, dès que je sens qu'il y a un petit coup de barre ou un petit truc, c'est tout de suite, je m'écoute et je vais fermer les yeux. Mais alors, la question ne se pose pas, et je peux être avec toi. Imagine, on passe l'après-midi ensemble en train de bosser sur un truc, imagine sur un bouquin, un truc, là. Et là, je vais te dire, attends, tu sais quoi, je vais juste me prendre 20-30 minutes, laisse-moi me poser dans ton canapé là et je vais juste dormir. Et je le faisais avant, hein, je travaillais avec un copain qui s'appelle Lionel. On avait monté une chaîne sur l'art et on avait créé les masques anti-Covid, les masques of art, pour que les gens puissent amener l'art dans la rue. Parce que les musées étaient fermés et c'était une façon de faire sortir l'art, de faire découvrir l'art par les masques, qui étaient, c'était pénible pour tout le monde, mais du coup, ça les rendait un peu plus ludiques. Et en plus, on les vendait à des profits, au profit des associations qui étaient nos partenaires. On a fait de belles choses avec les Restos du Cœur, SIDAction, le Refuge, Marion la main tendue. En tout, on a quand même levé quasiment 100 000 euros de dons, donc c'était une très belle. Énorme. Et donc, tu vois, on bossait très souvent ensemble l'après-midi, et des fois, je disais stop, faut que je dorme. Et là, tu vois, en ce moment, j'ai hyper mal à l'épaule. Je crois que je me suis fait une tendinite en travaillant dans les cuisines de l'avion, qui s'appellent des galets. Bah, j'essaie de faire moins de mouvements là depuis quelques jours. Là, je me repose un peu, je me calme, je sens que mon corps, je sens que j'ai une petite fatigue latente. Bah, cette semaine, tu vois, je fais une semaine très calme à la maison, posée. Hier, j'ai vu des amis parce que j'en avais besoin, que je n'avais pas vu depuis longtemps. Ça m'a ressourcé, mais je ne me suis pas couché tard. Ouais, c'est hyper important. Mm. Et aujourd'hui, qui est Mathieu Alouche? Je sais pas. Il n'est pas encore exactement celui qui voudrait être. Mais me demande pas qui voudrait être Mathieu, parce que je pense qu'il sait peut-être pas. Mais en tout cas, Mathieu Alouche commence à être Mathieu Alouche. Tu vois, je pense qu'il commence à l'être depuis quelques années. Et ça fait écho un petit peu à ce qu'on se disait en début d'échange. C'est que en allant vers mes rêves, mes envies, mes intuitions, mes objectifs, je pense que je me réalise de plus en plus. Alors, j'y suis pas encore, parce que si je devais être vraiment celui que j'ai toujours voulu être quand j'étais plus petit, je serais, je sais pas, je serais Nikos Aliagas en train de présenter la Starac, ou je serais justement les Guns N' Roses sur scène avec un micro devant un stade rempli. C'est un peu le truc qui fait rêver, si tu veux. Que j'ai toujours voulu être, mais en même temps que j'ai pas du tout envie d'être. Enfin, si tu veux, à la fois depuis que je suis petit, je veux être, je te dis, le Nikos Aliagas, quoi, la star de la télévision. En même temps, je fais pas tout pour le devenir, parce que je sais que dans le fond, j'ai pas du tout envie d'être ça. Si tu veux, et que je pense que c'est bien de. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, d'avoir un objectif, un rêve. Et j'ai l'impression que je vais me contredire un petit peu, mais à la fois, il faut réaliser ses rêves, et en même temps, il faut pas tous les réaliser pour en garder quelques-uns et avoir un peu d'excitation toute sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Et puis les rêves peuvent changer aussi, en Oui, fonction de notre évolution aussi. bah ouais, c'est clair. Oui, ça peut évoluer, mais c'est toujours chouette d'avoir des rêves, des envies, et essayer d'aller dans cette voie-là, dans ce chemin-là, quoi, et de se dire, allez, on n'a qu'une vie, vas-y, fonce, essaye de faire ces trucs-là, quoi. J'allais te demander si tu es à l'écoute de ton enfant intérieur, du petit Mathieu, et tu en as parlé il y a quelques instants en disant qu'il te disait vas-y, fonce, crois en tes rêves. Donc tu es vraiment, oui, tu fais attention à ce que tu peux percevoir de ce petit toi.
Ah ouais. En fait, je crois que je suis toujours le petit moins. J'ai pas vraiment grandi, hein, en réalité. J'ai beau avoir 37 ans, j'ai l'impression que je suis encore une espèce d'adolescent, quoi. Enfin, mais vraiment, enfin, j'ai aucune honte à le dire. Je vois autour de moi mes amis qui se posent, la maison en banlieue, avec le chien, les enfants, où on est sérieux, on est calme, on va boire du vin, et puis on va sentir le vin, et puis on fait les grands, tu vois, machin. Oh, ça m'excite pas du tout, ça me genre, oh là là, alors pas du tout. Moi, j'ai envie de jouer, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de rigoler. Et en plus de ça, j'en ai rien à foutre qu'on puisse dire que je suis un gamin. Si jamais on me le dit, j'en ai rien à faire. Je me sépare énormément du regard des autres aussi. Ça, c'est un truc qui est hyper agréable. Alors, je te dis ça, c'est pas forcément tout le temps le cas, hein. Quand même des moments où tu sais, tu vois des regards, tu entends des choses et tu te dis merde, putain, ça me fait chier, ça me mouline, ça me. Ouais, en fait, je pense littéralement être le Mathieu qui avait 10 ans, quoi. Enfin, je pense vraiment que je suis quasiment le même, mais peut-être autant épanoui, parce que quand t'es gosse, tu sais pas la vie de plus tard, tu sais, les trucs, les impôts, le travail, le machin, nanana. Et je pense que, ouais, je pense que je suis quasiment le même, quoi. Toujours un peu hyperactif, mais d'une autre manière. Je fais moins de bêtises, mais je suis toujours aussi foufou et j'aime bien ça. Et est-ce qu'il y a une communication entre le grand? Est-ce que quand le petit se manifeste vraiment, est-ce que le grand lui répond? Est-ce qu'il y a cette harmonie entre les deux? Ouais, je pense qu'ils se tiennent la main, ils font des bêtises ensemble. Ouais, et puis genre, tu sais, je fais pas, je pense que je dois lui dire indirectement et sans le conscientiser, je dois lui dire, bah, tu vois, voilà, on le fait. Tu vois, Mmh. tu vois, c'est tout bête, mais quand il m'arrive d'être invité à la télévision sur France 2 le matin, je lui dis, bah voilà, on l'a fait. On l'a Mmh. fait. Quand je faisais de la radio avec Bob, c'était bah, hey, tu te rappelles quand tu avais 7 ans et que tu entendais ton grand frère faire de la radio et de ça machin et que tu voulais faire pareil, bah ça y est, tu y es. Et là, c'est ton métier, tu le fais tous les jours. Enfin, c'est trop, trop cool. C'est quand j'avais 20 piges et que je rêvais d'organiser des soirées avec du monde heureux et content machin, bah et voilà, je dis, bien joué mon gars, c'est bon. Tu as choisi justement une chanson qui te rappelle ta jeunesse, même si Ouais, tu es encore très jeune, de Hanson pour, ouais, symboliser la créativité. ouais, ouais. En fait, ça a été peut-être la première chanson que j'ai aimée tout seul. Tu sais, parce que quand t'es petit, t'entends la musique de tes parents, de ta sœur, de ton frère. Ma sœur était fan de Céline Dion. Je suis aussi depuis, hein, parce qu'on allait voir son concert quand j'avais 6 7 ans et tout machin. J'adore Céline Dion. Non, mais tu sais, voilà, tu t'écoutes les musiques, tu les entends à la radio ou à la maison, tu fais pas trop gaffe. Et puis moi, je découvre les Hanson qui chantent. Et donc j'ai aimé cette chanson tout seul, comme un grand pour la première fois. J'en étais pas fan, parce que j'ai jamais vraiment été fan, mais j'ai toujours adoré. Et ouais, ça te booste en fait de revenir à ce que tu étais plus jeune, je pense. J'ai déjà fait quelques stories sur Instagram où je disais que refaire des trucs qu'on adorait faire quand on était genre plus jeune ou ado, ça fait du bien. Et de temps en temps, je coupe l'ordi, le téléphone, le machin, je prends des feuilles, des feutres, des machins, et je fais des dessins parce que j'adorais dessiner quand j'étais ado. Et tu vas dessiner pendant 2 ou 3 heures et tu te recentres sur un truc que tu adorais faire et que tu fais plus. Ça fait un bien fou. De temps en temps, à la maison, je pète un câble et là je fous la musique à fond et je réécoute toutes les chansons de mon enfance ou de mon adolescence. Mais ça fait un bien pas possible. Et forcément, il y a les Hanson avec Bop, ressortir ma guitare, faire de la musique avec des copains. Enfin, tous ces trucs-là, je pense que ouais, ça aide à revenir à qui on est vraiment, quoi. Mmh. Et quel regard poses-tu aujourd'hui sur ton parcours, sur ton chemin? Pas mal de fierté et de satisfaction de se dire ah, c'est cool, t'as quand même. Alors, j'aime pas trop dire ça, mais un peu genre, t'as coché plein de cases et il en reste encore plein à cocher. Donc bravo, mais continue. Tu parlais tout à l'heure de ta rencontre avec ta maison d'édition qui était quand même une jolie synchronicité. Est-ce que Ouais. tu en as d'autres? Est-ce que ta vie, tu es attentif aux signes de la vie? Ouais. Je sais pas si j'aurais des exemples là tout de suite à te donner, mais complètement. C'est-à-dire que ouais, les signes, pour moi, je ne sais pas d'où ils viennent, je ne sais pas ce qu'ils sont, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire, mais je les écoute, je les verbalise, j'en fais part aux personnes autour de moi, et je me dis très souvent, je fais. Alors, hasard, pas hasard, j'ai pas trop d'avis sur. Des fois, je vais le dire, tiens, il n'y a pas de hasard, mais enfin, peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas. Honnêtement, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Mais j'aime bien me dire, ah, là, c'est un signe. Là, c'est genre un petit signe, c'est que en tout cas, tu sais, t'es aligné. Tu sais, c'est le bon moment. Ouais. Je, Mmh. je-
ça va m'aider à aller vers où j'ai envie d'aller, en fait. Ça va me guider un petit peu et je trouve ça rigolo aussi, tu sais, les signes, les synchronicités, je trouve ça assez chouette. Un truc tout bête, moi, ça me fait penser à un truc. Tu sais, quand tu me demandais mon passage entre la radio et les avions, je démissionne de la radio pour pouvoir passer les sélections, donc parce qu'il fallait être inscrit chez Pôle emploi à l'époque. Je passe les sélections, je suis pris, mais il y avait 3-4 mois avant qu'on commence les cours pour devenir steward ou hôtesse de l'air. Et pendant ces 3 mois, bah, j'aurais pu rester au chômage à la maison tranquille, rien à faire, ou filer un coup de main à Bob ou quoi. Mais non, j'ai une société de production audiovisuelle, Fremantle, une très grosse boîte qui me contacte pour faire toute la com des hôtels Mercure en vidéo en tant qu'intervieweur, tu vois, machin. Putain, c'est un super signe, c'est une belle synchronicité. Le plus cool dans l'histoire, c'est que le tournage de ces 25 vidéos qu'on a dû faire partout en France se terminait le vendredi, juste avant le lundi où je devais commencer mes cours pour devenir PNC. Et incroyable. Ça, c'est tout seul. C'est-à-dire qu'il faut savoir que je n'aurais pas pu leur dire, bah non, désolé, après je serai plus là. Démerdez-vous, trouvez quelqu'un d'autre pour me remplacer pour les 3 derniers épisodes. Et en face, je ne pouvais absolument pas louper les premiers jours de cours au CCA, c'est le Cabin Crew Attestation, le certificat pour devenir PNC. Parce que si tu étais absent les premiers jours, bah, ils te gardaient par un ciao bye bye. Voilà. C'était hyper aligné. Et je pense qu'il y a des petits trucs comme ça qui. Et à ton avis, qui nous les envoie? Est-ce que c'est, on appelle la vie? Est-ce que c'est les guides? Est-ce que c'est les anges? Est-ce que c'est mes amis les fées? Ou parce que ça peut être peut-être les deux, nos chers disparus? Alors, je suis plutôt convaincu que je ne sais pas. Je suis plutôt convaincu que c'est un peu nous. Je pense qu'on peut provoquer les choses. Alors, il y a des limites, hein. C'est-à-dire, tout n'est pas magique, tout n'est pas tout rose, tout n'est pas que soleil et tout ça. Mais je pense que tu peux insuffler une énergie qui peut te permettre parfois de faire en sorte que les choses se fassent. Et ton ouverture, le fait d'être attentif ou attentive, va te permettre de choper ici ou là des trucs qui vont t'amener qui vont te mettre sur les rails. Tu sais, comme un peu un train. Après, moi, j'ai cette sensibilité où je suis sensible à moi-même, à mes proches, aux signes et tout ça, mais je n'ai pas de sensibilité à tout ce dont tu as parlé juste avant. J'ai jamais vraiment été, même à l'époque à BTLV, quand on abordait ces sujets-là, je les ai toujours totalement respectés parce que je pars du principe que chacun a son interprétation de tout ce dont on est en train de parler là depuis tout à l'heure. C'est un petit peu comme les religions. Alors moi, je vais te donner un exemple. Sur la croyance religieuse, ma mère est chrétienne, catholique, et si tu veux, je fais le caté avec elle, j'étais enfant de cœur, j'ai tout ça, hein, et à un moment donné, je lui posais la question, je devais avoir 10, 11, 12 ans, un truc comme ça, je dis, mais maman, scientifiquement, là, ton histoire, là, Jésus, il n'a pas pu marcher sur l'eau, enfin, il n'a pas pu, le pain, là, le machin, l'eau, le vin, enfin, scientifiquement, et là, elle me dit, non, mais alors attends, on n'est pas du tout dans la science, là, on s'en fout, on n'est pas là pour savoir si c'est vrai ou pas vrai. Mais tu sais, elle me l'a dit d'une façon, mais tellement... Voilà, alors qu'elle allait tout le temps à la messe et tout, hein, elle est croyante, elle prie dans sa tête et tout. Hein. Et elle m'a dit, mais non, mais c'est pas ça l'objectif, on s'en fout de la science à ce moment-là. On est juste sur une croyance, sur une foi, pour croire en quelque chose. Et tu n'es pas obligé d'y croire. Je t'ai proposé ça pendant ton enfance, je t'ai accompagné, je t'ai montré, c'est même elle qui faisait le caté pour pas que ce soit quelqu'un d'autre. Elle fait, et puis là, tu te poses des questions, donc c'est toi, tu vas te faire ton choix, tu vas faire ce que tu veux. Je ne te force en rien à croire en quoi que ce soit ou à pratiquer quoi que ce soit. Elle me dit, c'est un peu comme le Père Noël. Elle me dit, si tu veux, maintenant tu sais que, voilà. Elle me dit, mais le fait d'y croire, ça t'amène un truc un peu positif, tu sais, quand t'es gosse. Alors, il y a débat, il y a des gens qui veulent pas faire croire au Père Noël à leurs enfants, et je peux complètement l'entendre, et d'autres qui préfèrent. Il y a cette magie de croire en un truc qui donne le sourire, qui est un peu, tu crois en cette petite magie. Alors ça peut être traumatisant quand tu n'y crois plus, hein, quand tu apprends que... Mais après, ça dépend comment on t'accompagne aussi dans le truc. Et je sais que, pareil, lorsque j'ai convoqué ma mère, je devais avoir 7-8 ans, dans ma chambre, je lui ai dit, maman, il faut qu'on parle. Je suis assis dans ma petite chaise et je lui ai dit, le Père Noël, il existe ou il n'existe pas? Elle a été géniale parce qu'elle me dit, mais le Père Noël, oui, il existe. En fait, il existe en toi. Si tu as envie qu'il existe, il existe. Puis le Père Noël, c'est moi, le Père Noël, c'est toi. Le Père Noël, c'est de faire du bien aux autres. Le Père Noël, c'est d'offrir du sourire aux autres. C'est de faire des cadeaux aux autres. Donc oui, la notion de Père Noël existe.
Donc le Père Noël existe. Et je Ah pense bah, qu'il existe, le Père Noël. ah ben, moi j'y crois et chaque année je fais ma lettre au Père Noël, hein. Ah, c'est trop mignon! Et comme je disais souvent à Bob quand il m'invitait, il y a autant de vérité que d'individus, il y a pas une vérité absolue, puis au final on sait pas grand-chose finalement, tu vois? Et Non, mais l'essentiel, c'est que chacun avec ses propres croyances ou n'impose rien en fait. Moi j'impose rien avec les faits. Même dans mes ouvrages à chaque fois, tout ce que je canalise, ce sont des invitations ouais, à chacun de prendre ce qui vibre ou pas. Moi je suis très heureuse de canaliser le monde féerique, le monde angélique, de croire à la magie de Noël parce que ça me met en joie. voilà. Et on en a besoin dans les temps actuels. On a besoin d'amour, de joie, de sentiments, en Ah, fait. mais alors là-dessus, je te suis, mais alors à 200%. J'ai pas de support, je ne visualise pas d'être, je ne visualise rien, si ce n'est juste la vie, Mm. moi, mes proches, mes amis, ma famille, et le sourire. Le Mm. sourire, le regard, le positif amène. Enfin, c'est con, hein, c'est vraiment bateau ce que je suis en train de dire, hein, mais tu sais, j'y crois vraiment que le positif amène le positif. Ah ben, c'est sûr. Tout est ça pour le coup, c'est prouvé scientifiquement. Mais Il y a que de l'énergie et de la vibration. Donc, plus tu es dans cette énergie de gratitude, de positif attitude, de positive attitude, bah, plus tu attires ça, hein. Ça, c'est pour le coup, c'est pas moi qui le dis, c'est scientifique. ouais, encore faut-il y croire un petit peu. Mm. Parce que si tu n'y crois pas, tu vas pas trop le faire, donc tu vas pas vraiment donner le Ah bah, vrai positif. c'est le vibrer, ça c'est sûr. Si tu Ah oui. vibres la peur ou tu bougonnes en te levant, toute ta journée, elle va avoir cette influence-là. Ah Ça, c'est ouais. évident. Et puis Mm. tu vois, nous on le voit, on en parle souvent dans les avions à chaque fois, et c'est vrai que très souvent les chefs de cabine nous font ce petit rappel, qui a juste une histoire de miroir. Mm. Si tu es accueillant, gentil, souriant, attentionné, rassurant avec tes clients, ça va super bien se passer. Alors tu vas avoir des brebis galeuses, c'est l'humain. Peut-être que cette personne-là a vécu quelque chose d'horrible juste avant, peut-être que la personne est stressée, peut-être que la personne a eu des problèmes avec ses bagages, en fait, ça marche. Si tu donnes de la gentillesse, tu vas avoir de la gentillesse. Moi, très Mm. honnêtement, 99% de mes vols se passent super bien. Mm. Mes clients sont adorables, ça se passe bien parce que je pense l'être avec eux. Et j'ai d'autres collègues, parfois, bah, ça ne m'étonne pas que ça se passe. Tu vois, je me rappelle d'un collègue en particulier qui tirait la tronche, mais dès le briefing avant le vol, oh, il était négatif, il était Ah, machin. Et puis je vais le voir pendant le vol, il m'a dit ouais, mais regarde, là, ils sont tous chiants, machin. Nan. Je dis bah non, c'est marrant. Enfin, moi, j'ai vu tous les clients entrer dans l'avion, ils étaient mais, genre super souriants. Et le fait de passer de cette cabine à cette cabine, ils ont commencé à faire la gueule. Je suis c'est quand même bizarre. Je dis, mais essaie de sourire un petit peu, tu vas voir, je suis sûr que tu vas avoir des sourires en retour. Des films miroirs. alors on parlait des disparus éventuellement, par rapport à ces signes. Que représente pour toi la mort? Parce qu'elle fait partie de la vie. Mais en fait, je la connais pas, la mort. Je la connais pas et elle me terrifie parce que je la connais pas. Et je pense qu'elle terrifie tout le monde, même quand on la connaît. J'ai perdu mon grand-père quand j'avais 14 ans, quelque chose 15 ans peut-être. J'ai perdu un très très bon copain quand j'avais la vingtaine. J'ai cette chance aujourd'hui de ne pas avoir trop vécu cela. Mais du coup, justement, le fait de l'avoir jamais vécu et d'arriver à mon âge, bah là, ça va bientôt arriver, je pense. Hein. Déjà, c'est la suite logique. Elle me fait peur. Elle me fait peur. Je pense que c'est un peu valable pour tout le monde. C'est la mort de mes proches me terrifie. La mienne, moi, j'ai pas peur d'être mort. Parce que de toute façon, je serai mort, donc je sais pas trop ce qui va se passer. Bah, je ne sais pas. Mais j'ai pas envie de laisser les autres. J'ai peur que ça impacte tous ceux qui m'aiment bien. Et moi, j'ai peur. Mais on en parle souvent avec mon chéri. Moi, j'ai peur qu'un jour, il disparaisse. Et on en parle très souvent de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, comment on agit après, qu'est-ce que. Tu vois, enfin, on en parle et à chaque fois qu'on en parle, on a les yeux tout rouges parce qu'on n'a pas envie. Quelque chose d'assez indéniable et assez logique, c'est la perte de ses parents qui arrivera certainement un jour aussi, qui, lorsque j'y pense, vraiment me détruit. Enfin, donc, non, la mort, je sais pas. Écoute, je la mets pas de côté. Hein, on peut en parler sans aucun problème, hein, mais je la connais pas trop, quoi. Mis à part la mort de mes chats, ouais, peut-être trois autres personnes que j'ai perdues dans mon entourage, mais pas aussi proche Mmh. que. Tu vois, j'ai cette chance en or d'avoir vraiment tous mes proches, quoi. Enfin, ça, c'est vraiment géant. Et après, bon, il y a eu d'autres décès dans la famille et tout ça, mais un peu plus lointain. Donc, je n'allais pas forcément aux funérailles, je ne les connaissais pas trop. Donc, si tu veux, ça impacte pas de la même manière. Ce qui me rend triste, c'est de voir les proches tristes.
moi, voir quelqu'un de triste pour un deuil ou autre chose, ça me rend toujours très très triste. Là, j'ai 2 amis qui ont perdu leur papa à quelques mois d'intervalle, plus des suites d'une grosse maladie qui fait éteindre la personne. C'est dur, c'est très très dur et je sais pas trop comment agir. J'ai une autre meilleure amie qui a perdu son papa aussi d'une maladie et mis à part dire bah, je suis là, enfin je sais pas trop, enfin je sais pas trop comment faire. Je lui dire bah, dis-moi ce que tu attends de moi et je ferai. Je pense que de savoir que tu es présent, parce qu'il y a de toute façon, quand quelqu'un vient de perdre quelqu'un, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a pas de mots à part être présent, en fait. Ouais, ouais, D'être ouais. présent d'une manière silencieuse, d'être présent si l'autre a besoin de parler, parce qu'il y a des gens qui veulent pas parler, d'autres qui ont besoin de parler. Donc, en fait, c'est s'accorder à ce que vit la personne en étant là, tu vois? Il y a enfin, les gens ils vivent ça complètement différemment. J'ai un ami qui là, cette dernière année a donc perdu son papa. Bon, on savait, ça faisait plusieurs mois, on savait que ça allait arriver dans les semaines. Bah, quand c'est arrivé, lui, il a eu besoin de voir ses copains. Ce soir-là, on avait l'anniversaire d'un pote dans un bar avec du monde et de la musique. Il a dit, je viens boire un coup, et il est venu faire la fête. Et il a fait la fête. Hein. Il avait une patate dans l'air, et bon, t'as aussi un peu le déni, t'as tous les process, mais il avait besoin à ce moment-là, et qu'on n'en parle pas forcément. Voilà. C'est vraiment propre à chacun. Pour moi, la mort, c'est un passage, c'est une transformation, mais de par ma médiumnité, si tu veux, je capte et j'ai reçu beaucoup d'informations qui, moi, vont dans ce sens-là. Mais attention, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est que ma vérité, je fais aucun prosélytisme. Mais en tout cas, c'est rassurant pour moi, tu vois, de Ouais. savoir qu'il puisse y avoir autre chose. Est-ce que tu crois aux vies antérieures? Non? Ça te parle pas? Et du coup, c'est très clair, après, la vie après la vie non plus, quoi. Pas vraiment. Je pense que la personne existe toujours parce que, bah, en fait, regarde, je suis en train de penser à quelqu'un là tout de suite là. Bah, elle habite à l'autre bout de la France. Elle est pas là, mais elle est là. C'est un peu comme le Père Noël finalement. Donc la personne, elle peut toujours être là. Alors là, tu pourrais pas lui faire de câlin, tu pourras pas papoter avec. Oh, quoique tu peux. C'est un peu asymptotique. Hein. Mais non, oui, effectivement, en fait, je ne sais pas. Et alors, tu as choisi quelle chanson pour symboliser la mort? Alors moi, c'est la chanson des Guns N' Roses encore, c'est Ouais. Knocking on Heaven's Door, qui bah, c'est toqué aux portes du paradis. Pour le coup, alors je ne sais pas s'il y a un paradis ou un enfer, j'en ai pas la moindre idée, mais ça parle quand même de ce qu'il y a après, qui est à la base quand même de Bob Dylan. Et cette chanson-là, moi, je l'adore, je l'ai écoutée peut-être 10 000 fois. Et elle me touche aussi parce que mon grand frère, un jour, il m'avait donné juste les accords. Mais alors, les accords à l'américaine, donc si tu veux, il y a les paroles et juste au-dessus, il y a accord A. Après, enfin d'ailleurs, c'est G pour sol. Après, c'est Ré. Enfin, et je la connaissais pas, cette chanson. Et en fait, je l'ai jouée naturellement, quasiment comme elle est jouée originalement. Et du coup, c'était assez étonnant. Il m'a dit, putain, mais tu la connais? Je suis, bah non, je la connais pas. Et en fait, je l'ai senti, en fait, cette chanson. Et on l'a beaucoup chanté et joué avec. J'avais un groupe quand j'étais adolescent, donc on a beaucoup joué et chanté. Et puis je l'aime bien. Je me suis même fait tatouer quand j'avais 19-20 ans ici. Mais on le voit pas parce que je l'ai fait très très fin et puis parce que j'ai des poils un petit peu au-dessus des pectoraux. Heaven's Door. Parce que je trouvais que c'était positif, c'est joli, c'est beau, c'est les portes du paradis. Et le paradis, il est peut-être là aujourd'hui pour certains, peut-être pas pour d'autres. Ça dépend des jours, ça dépend des moments de ta vie. Mais en fait, peut-être qu'on est en train de vivre. Enfin, c'est compliqué de dire ça parce qu'il y a des gens qui vivent des choses pas du tout, qui vivent un enfer. Mais moi, j'essaie de vivre mon petit paradis à moi, quoi. Donc ouais, je sais pas, ça me parle. De mon point de vue, les âmes sont en éternelle communication, qu'elles soient vivantes d'ailleurs, ou qu'elles soient incarnées, plus exactement, ou qu'elles soient de l'autre côté du voile. Qu'en penses-tu? Bah, nous, on se disait un truc à l'époque avec Bob quand on était sur BTLV et tout ça. On se disait, bah, en fait, c'est quand même bizarre parce que ton corps, ok, techniquement, il est off. Il n'y a plus le cœur, il n'y a plus le cerveau, il y a plus tout ça. Mais elle est où ton énergie? Enfin, ce qui fait qu'on se parle là tous les deux, là, Valérie, c'est quoi cette notion? C'est quoi? Enfin, pourquoi on est là? Pourquoi on se parle? Pourquoi on a ça devient quoi après? Tu sais, genre, peut-être que ça se, tu sais, comme un coup de parfum. Peut-être que ça s'épand. Peut-être que juste ça s'éteint aussi. Enfin, je sais, j'en ai, mais pas la moindre idée. Mais alors, du coup, ça voudrait dire pour toi que les liens d'amour puissent se briser, parce que pour moi, les liens d'amour se brisent jamais. Je pense pas que ça puisse se briser l'amour. Enfin, non. Enfin,
moi, les seules personnes que j'ai vraiment aimées, moi, je les aime toujours. Alors, ça dépend aussi tu vois, plus ou moins, soit en amitié, en relation amoureuse. Oui, non, je pense que même quand une personne s'éteint, tu l'aimes toujours et à jamais. Et puis même lors d'une rupture, alors il peut y avoir aussi des relations qui font que c'est compliqué de continuer à aimer une personne. Hein. Pas déconner, mais je pense que tu as toujours une affection, en tout cas. Donc une affection, c'est un peu de l'amour, hein, une petite dose. Hein. Non, je pense que l'amour, ça existe toujours et partout. Et alors justement, si tu devais définir l'amour? Je pense que c'est écrit nulle part déjà, parce qu'on a l'impression qu'il y a des règles par rapport à l'amour. On a l'impression que, mais ça c'est très judéo-chrétien, c'est très culturel, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. L'amour, c'est il faut se marier, il faut faire des enfants. L'amour, c'est il faut être ceci, il faut être cela. Enfin, c'est hyper codé. Ah non, l'amour, tu sais pas ce que c'est en fait. L'amour, c'est juste un ressenti, c'est des petits papillons dans le ventre. C'est l'excitation qui se passe là au milieu de un petit peu en dessous du. Bizarrement, pas dans le cœur. Moi, je le sens un petit peu en dessous, plus dans le deuxième cerveau, dans les intestins. Je pense qu'il y a un truc qui se crée là, ici. Euh, c'est, c'est, euh, Alors, tu as des psys ou des gens qui vont dire que l'amour, c'est le manque. Effectivement, tu as des gens qui pensent être amoureux, mais en fait, je pense qu'ils ressentent un manque. Et donc, ils ne sont pas amoureux. Je pense qu'on a tous déjà vécu ça. Tu sais, je pense que ça touche plutôt à l'orgueil dans ce cas-là. Tu sais, quand tu penses aimer quelqu'un et qu'elle ne te donne pas exactement ce que tu veux, bah, en fait, c'est un manque. Et tu as l'impression d'être amoureux et malheureux en même temps. Et, je sais pas, c'est super bizarre. Je Bah, pense pour moi, c'est de la dépendance affective, c'est pas de l'amour. oui, Hein. bah voilà. Écoute, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais la plupart des gens qui vivent ça pensent être amoureux. Tu vois. Non, l'amour, moi, je suis convaincu de le vivre depuis bientôt 14 ans avec mon mari. Euh, c'est euh, c'est un truc qui évolue en plus avec le temps, qui est jamais vraiment exactement pareil, mais qui est quand même vachement stable. Hein. Il y a une espèce de stabilité. Je pense que l'amour, c'est quand tu touches à une espèce de lâcher prise euh, où, où en fait tu as envie de rendre la personne avec qui tu vis heureuse et qu'elle te rend heureux. Que tu lui fais confiance, qu'elle te fait confiance. Ça marche aussi, je pense, avec la famille, avec les amis. Hein. Là, je donne cet exemple-là, mais je pense que c'est valable un peu partout. Euh, une personne qui va t'amener du sourire et à qui tu vas amener du sourire. Euh, qui va t'acheter à manger quand t'es pas là, tu vas lui acheter à manger quand t'es pas là. Qui va te faire des surprises, tu vas lui faire des surprises. Je pense qu'il y a un truc de 50-50 qui permet de s'imbriquer au milieu et de s'épanouir. De devenir vraiment celui. Je sais pas, moi je sais qu'il m'aide. Je sais pas s'il le fait exprès ou pas, hein, mais il m'aide à m'épanouir et à être qui je suis. Parce que c'est le seul qui sait tout quasiment de moi. Pas tout, parce que je pense que c'est hyper important d'avoir un jardin secret, ne pas forcément raconter tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on. Mais j'ai déjà verbalisé ça, c'est de lui dire, mais tu me connais, en fait, tu sais vraiment qui je suis, enfin, et tu me juges pas. Et l'amour, c'est quoi? Je pourrais pas trop te dire. Je pense que c'est un mélange un petit peu de tout ce que je viens de te dire là, je crois. Et puis ce qu'on disait en tout début d'émission quand on parlait de liberté, c'est aussi l'amour, ça rend libre, Ah bah le ouais. véritable amour. Ah bah oui, en fait, tu sais que tu as un support, que tu as un pilier, tu as un truc qui tient ta baraque et qui sera toujours là. Alors aussi, il y a peut-être un petit pourcent où tu te dis, mais peut-être pas. Peut-être qu'il peut partir, donc ça fait un petit peu peur. Donc justement, c'est ce qui permet d'entretenir une petite flamme. Et la flamme, il faut l'entretenir. C'est-à-dire que tous les jours, quand il va bosser et qu'il revient à la maison, je suis dans le canapé, bah, je me lève pour lui faire un câlin. Et c'est pas juste un petit bisou, genre, salut. Ah non, j'arrête ce que je fais et on est content de se voir et on le verbalise et on se le montre. Enfin, même si parfois ça m'arrive, il rentre, oh putain, je suis bien dans le canapé, j'ai pas envie de me lever, tu vois. Mais si, vas-y, fais-le, lève-toi, fais-lui une petite fête, quoi, tu vois. Enfin, et inversement, moi, quand je rentre de vol, il se lève du canapé et puis on est content, enfin, tu vois, et puis on parle et puis on échange. Moi, je lui ramène des trucs à bouffer de l'étranger, on mange ensemble, on boit le café, on a des rituels, tu vois, on a plein de trucs où on se contente de peu aussi. Nous, ce qui nous rend le plus heureux, c'est de boire le café tous les deux ensemble le matin. En t'écoutant, j'ai l'impression aussi que la communication, elle est très importante au sein de votre couple. Oh mais tu vois, et là, on fait le lien avec le tout début du podcast, avec la peur en avion. La communication, c'est le truc le plus important du monde. Mais vraiment, je pense que c'est le truc le plus important. J'ai remarqué,
on a notre façon de fonctionner dans mon couple, que tous les couples qui fonctionnent mal ont tous un point commun, ils ne communiquent pas. Mais vraiment. Mais si, on se parle, machin. Non, non, non. J'essaie de fouiner, ils ne parlent pas. Et oui, non, mais nous, au moins, dans notre couple, c'est sain parce qu'on s'engueule bien, bien fort, et après, ça va mieux. Je fais, mais je sais pas si c'est vraiment sain, ça. Parce que s'engueuler, tu vas dire des trucs qui vont blesser, que tu penses fois 1000, que tu penses même pas. Enfin, j'ai mis, au lieu de t'énerver et de ça machin, est-ce que tu as déjà fait part à la personne avec qui tu vis que quand elle dit ça, ça te blesse un petit peu et que ça te met mal à l'aise et que machin, plutôt que de te fermer ta gueule pendant 10 ans et d'exploser un jour. C'est horrible. S'il y a un petit truc qui va pas, c'est pas facile, c'est pas agréable, c'est hyper inconfortable. Mais il faut le dire. Tu sais, ça m'a un petit peu fait mal au cœur. Est-ce que tu penses qu'on peut éviter ci? Tu penses qu'on peut éviter ça? Voilà comment je me suis senti. Juste le fait de dire, voilà comment je me... Mais c'est pas pour rien que les psys ils existent. Mais ça devrait être obligatoire d'aller voir un psy à un moment donné dans sa vie. Et si on peut voir un psy même tout le temps, moi ça fait longtemps que j'ai pas vu de psy, mais j'aimerais bien la tourner parce que je pense que ça fait du bien. Il faut parler et dire les trucs qu'on a dans le cœur. Mais moi je le vois, et les gens ils sont... Je vois trop de gens, mais dans mon entourage en plus, qui sont mais ultra frustrés, qui cachent plein de choses, qui cachent énormément de sentiments, qui n'osent pas dire je vais pas bien, qui n'osent pas dire ça me rend un peu triste. J'ai besoin de ça. Moi, j'ai besoin de faire ceci, j'ai besoin de faire cela. Et qu'est-ce que tu as besoin? De quoi est-ce que toi tu as besoin? Putain, mais les gens, parlez-vous. Parlez-vous. Il n'y a rien de plus important que la communication. Mais c'est parce que je pense que beaucoup sont encore en chemin et ont vraiment besoin de travailler sur eux, quoi. Beaucoup de gens ont besoin de travailler à leur bien-être, en fait. Et s'ils sont encore dans des schémas de dépendance affective, de blessures, de peur d'abandon, du rejet, et cetera, ça crée, comme tu disais, ça cristallise des rancœurs, des frustrations. Puis à un moment donné, la coupe est pleine, il y a un élément déclencheur et ils vont tout sortir, mais de manière décalé, ça n'a plus de sens. L'autre ne va pas comprendre ce qu'on lui raconte parce que a forcément probablement oublié. D'ailleurs, très souvent, c'est des malentendus. Nous, on pense que l'autre nous blesse, mais l'autre n'a pas du tout voulu dire ça. Mais comme ça nous renvoie à nos blessures, nous, ça extériorise effectivement une des peurs profondes. Enfin, c'est vrai que je pense que la communication et la communication non violente, la manière de reprendre, comme tu disais, de prendre la responsabilité sur notre ressenti, c'est-à-dire je me sens blessée au moment où tu as dit ça. C'est pas je t'accuse de manière en l'insultant, c'est poser les mots en fait sur les mots. Ce que j'ai ressenti, ou alors même demander, je sais pas, ça doit nous arriver plus d'une fois par mois peut-être 2 fois, 3 fois, je sais pas, j'ai pas calculé, mais tu sais, le soir avant de se coucher, on papote énormément. C'est vrai que la journée, souvent on a la télé allumée, les téléphones, machin, donc on papote tout le temps, mais là on est vraiment dans le lit face à face, tu vois, et ou pas d'ailleurs, on peut regarder le plafond, mais au moins on se parle. Et juste demander, ça va en ce moment? Genre, est-ce que tu vas bien? Est-ce qu'il te manque quelque chose? Est-ce que j'agis correctement? Est-ce que tu aurais quelque chose à me reprocher que je pourrais améliorer? Et ça, on se le demande régulièrement. La plupart du temps, vu qu'on se le dit souvent, ça, en fait, on n'a pas grand-chose à se dire, finalement, tout va bien. Mais ça prouve que l'autre est à l'écoute. C'est-à-dire que même si à l'instant T, je ne vais pas oser lui dire, je sais que le lendemain ou un jour après, je vais peut-être pouvoir lui dire, tu sais, quand tu m'as dit ça devant les potes, moi, ça m'a un peu intimidé. Voilà, j'étais un petit peu gêné et tout. J'aimerais bien que, si tu pouvais éviter de le refaire une prochaine fois, ce serait quand même cool. Alors qu'avant, dans les premiers temps, c'est vrai que j'avais plutôt tendance à faire la gueule et à bouder, et après, et puis, mais après, bon, on parlait quand même, donc ça fait du bien, et dire, non, mais là, ça m'a mis mal à l'aise, ou même lui qui me dit, non, mais là, attends, tu fais trop de bruit, ou alors tu m'as, voilà. Puis accepter l'autre aussi, enfin, genre, nous, on a 2 façons de fonctionner complètement différentes. Moi, au début de ma relation, je comprenais pas. Genre, par exemple, on pouvait sortir ensemble avec des potes et avec lui, aller boire des coups, et puis d'un seul coup, il me dit, moi, je vais rentrer, tu vois, il était genre 22h. Un jour, il m'a fait ça, il m'a dit, moi, je m'en vais, et il est parti. Moi, c'était dramatique, et j'ai pas compris, parce qu'on s'était pas encore suffisamment parlé à l'époque, c'était tout nouveau. Et avec le temps, j'ai juste compris que lui, socialement, il a ses limites. On les a tous, hein, moi aussi le premier, mais on n'est pas réglé sur le même truc. Au lieu de se forcer à rester à cette soirée avec les potes et avec plein de gens autour, et du coup de pas passer un bon moment, et donc de pas être cool avec nous, parce que forcément il passera pas un bon moment, il dit juste, voilà,
j'en ai assez. Continuez vous à vous éclater, faites la fête, et puis on se retrouve tout à l'heure. Et maintenant que je le sais, il n'y a aucun problème. Maintenant, il y a plein de soirées qu'on fait tous les deux, et puis il va partir à telle heure, ou je vais partir à telle heure, je le laisse avec ses potes. Enfin, et vu qu'on s'est parlé de tout ça, bah, c'est pas un problème. Et lui, il va pas attendre 3 heures à faire la gueule. Non, il va partir avant de faire la gueule. Comme ça, au moins. Mais parce qu'on s'est parlé de tout ça. Et j'entends trop de gens me raconter des histoires similaires. Et voilà, il faut écouter les besoins de l'autre, parce qu'on n'est pas tous. Régler. Ouais, on n'est pas accordés tous sur les mêmes hertz. Et en parlant d'hertz et de fréquence, pour moi, l'amour est une fréquence avant toute chose. Ah ouais, tu sais, ça vibre. Bah, tu sais, ce qui se passe là, au niveau du ventre, ça, là, t'as une vibration, t'as un truc. Moi, quand il me touche, et même juste le bout du doigt, bah, je vais mieux. Je vais bien, je vais mieux. Enfin, il y a un truc. Et inversement, à ce qui paraît. Alors toi qui voyages beaucoup, est-ce Ouais. qu'il y a un pays, une ville qui symbolise l'amour? Alors, pour le coup, je vais être ultra méga cliché, prépare-toi, c'est Paris. C'est Paris parce que je connais super bien Paris, parce que Paris, c'est toujours magique, parce que Paris, c'est des ponts partout, parce que Paris, c'est des monuments magnifiques, parce que Paris, c'est tellement d'histoire, parce que Paris, c'est du vécu aussi. C'est-à-dire que moi, mon Paris, je l'ai vécu, mais j'ai une actuelle grande histoire d'amour, j'en ai eu 2-3 autres avant, mais c'était dans Paris, il y avait un côté magique, donc ouais, non, bah oui, c'est Paris, je vois pas, si, bah, New York, il y a un côté magique, c'est comme dans les films, mais non, non, moi je vois l'amour dans Paris, enfin, dans son architecture, dans ses, tu sais, l'espèce de grille en métal qu'il y a devant les monuments parfois, tu sais, pour protéger, machin. Moi, je me suis aidé d'une de ces grilles qui était en forme de cœur pour dire mon amour à mon mec à l'époque parce que je n'osais pas trop, machin, là. Bah, tu vois, c'est Paris. Tu vois, bon, tu peux le trouver ailleurs, hein, tu me diras, mais voilà, moi, comment je le vis, pour moi, pour moi, c'est Paris, c'est sûr. Et tu as choisi l'hymne à l'amour, interprété par Céline Dion. Bah, où est-ce qu'elle l'a chanté? Et oui, sur la Tour Eiffel. Eh ouais. Et cette chanson, waouh, elle est, mais je pense qu'elle va faire écho à toute notre discussion. Tous ces mots, ouais, cette chanson, elle est tellement touchante. Je l'ai pareil, j'ai dû l'écouter des milliers de fois. À chaque fois, j'ai envie de chialer. Je suis pas triste, hein. Alors si, parfois, ça peut me rendre triste parce que du coup, je projette. Et on a parlé de la mort tout à l'heure et waouh. Mais oui, alors, c'est pas Céline Dion qui l'a inventé cette chanson. C'est pas elle la première à l'avoir chantée. Non. Mais cette version dont tu parles, Elle m'a tellement, elle nous a tellement touchés. Je connais pas une seule personne qui me dit oui, bof. Je ne connais que des gens qui sont ultra touchés par cette chanson. Cette chanson, si tu veux, moi je la connaissais, mais il y a une quinzaine d'années, je l'ai redécouverte. Alors ça va peut-être te faire rire, mais la version, et j'invite toutes les personnes qui écoutent cet échange qu'on a tous les deux, à aller sur YouTube une fois qu'on aura terminé notre échange et d'aller taper l'hymne à l'amour, Gilbert Montagnier, dans l'émission de Nagui. N'oubliez pas les paroles. Bah, en fait, j'ai découvert ce jour-là que non seulement ce mec-là chantait hyper bien, en fait. Alors, c'est parfois un peu too much parce qu'il a une voix un peu particulière, quoi. j'adore Gilbert. J'adore Gilbert. Et bah écoute, moi je l'ai découvert là parce que pour moi c'était le chanteur de viens danser et puis c'est tout quoi, les fêtes un peu voilà. J'écoute jamais Gilbert Montagnier à la maison, tu vois, j'ai jamais. Et en fait, j'ai découvert cette version avec, il y a rajouté quelques petites notes un peu jazzy qui, et là ça va être une histoire de fréquence aussi, des petites notes qui m'ont touché. Je sais pas comment expliquer, mais m'ont percé et m'ont fait pleurer. Putain, je te dis ça, je te dis, il y a 10-15 ans, non, il y a plus 15-20 ans, il a fait ça. Et je me rappelle, ma soeur, c'était ma voisine, je toque à sa porte, je fais viens, il y avait mon frère, je fais venez, faut qu'on écoute un truc tous ensemble et tout machin. On était tous en larmes. Incroyable. Et du coup, après, mon frère m'a dit, mais oui, mais Gilbert Montagnier, en fait, à la base, le mec, c'est un chanteur de ouf, il est dans le blues avec les Américains, machin, mais va écouter. Donc, déjà, cette chanson m'a toujours vraiment percé le cœur, mais dans un bon sens, hein. Et alors, quand Céline Dion l'a chanté, je trouve qu'il y avait. Et là, je me suis dit, waouh, il y a le monde entier quasiment, tous ceux qui peuvent regarder la télévision en tout cas, une espèce de communion autour de cette belle chanson d'amour.
j'ai imaginé, du coup, je sais pas, il y a quoi, il y a 1 milliard, 2 milliards de personnes qui ont regardé la cérémonie des JO. Enfin, c'est quand même un truc de ouf. Waouh, là, il y a tout le monde est réuni autour de ça. De Céline Dion, qui en plus a une maladie aujourd'hui qui fait qu'elle peut plus vraiment monter sur scène, tout ça. Oh, j'étais en larmes. Et depuis, je l'écoute souvent. J'évite de trop l'écouter parce que du coup, à chaque fois, ça me donne envie de pleurer. En revanche, à chaque fin de soirée que j'organise, on finit sur cette chanson-là. Depuis les JO, on n'a quasiment pas dérogé à la règle. Si c'est pas cette chanson, c'est pour que tu m'aimes encore de Céline Dion aussi, parce que c'est encore de l'amour. Et sinon, on finit toutes les soirées. Je dis merci à tout le monde. Rentrez bien, faites attention à vous, faites attention à vos proches. Prenez pas la route si vous avez bu de l'alcool. Et on va se quitter sur cette chanson. Et je laisse cette chanson pendant que les gens partent. Et juste pour leur dire que je les aime, quoi. Et que j'aime les personnes avec qui je fais cette soirée, que ce soit Daisy, NC, Rémi, avec qui, du coup, je partage ma vie et j'organise cette soirée. Et ouais, c'est important d'avoir des moments de communion et d'amour. On en a besoin, ça fait du bien. On arrive à la partie féerique de cet entretien. Le bonheur, il est subjectif, tu vois. Il y a plusieurs interprétations possibles et depuis des années, on entend parler beaucoup, beaucoup du bonheur. Toi, quelle est ta définition du bonheur? Comment tu le perçois? Comment tu le vis, ce bonheur? Avec les trucs les plus simples du monde. Plus c'est simple, mieux je me porte et plus je suis heureux. J'ai remarqué que, bien sûr, que de sortir ce livre m'a rendu heureux. Que le lancement m'a rendu heureux, que d'être invité à la télévision m'a rendu heureux, que organiser ces soirées où on arrive à réunir 500, 600 personnes qui font la fête et qui ont le sourire me rend heureux. Que d'être steward et de voler me rend heureux. Que de rencontrer du monde me rend heureux. Tout ça, ouais. En fait, je me demande si c'est pas plutôt des bonheurs, des shots de bonheur, ces trucs-là. Des shots. Des petits shots de trucs énergisants, de machin. Le vrai bonheur, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est quand le matin je me lève avec mon chéri et qu'on se fait un sourire parce qu'on vient de se réveiller en même temps. Qu'on se dit des mots doux, qu'on se fait des compliments. Le bonheur, c'est d'essayer de donner du bonheur aux autres, en tout cas de donner du positif aux autres. Le bonheur, c'est le petit café que je vais boire avec lui. Le petit bonheur, c'est les petits messages que je reçois de ma mère ou de mon père, de mon frère ou de ma sœur. Le petit bonheur, c'est quand mes potes prennent de mes nouvelles et que je prends de leurs nouvelles. Le petit bonheur, mais tu sais quoi, le truc le plus kiffant du monde, pour moi, c'est de prendre une bagnole avec mon mec, partir quelque part et de s'arrêter sur une aire d'autoroute pour boire un petit café tous les deux. Tôt le matin. Voilà, je suis en train de donner des secrets de vie intime, mais ça va, je pense qu'on peut partager des trucs comme ça. Et ça, t'imagines même pas à quel point c'est un vrai bonheur. Le bonheur, c'est de rentrer de vol et de le retrouver. Mon bonheur, c'est aussi de partir en vol, de partir à l'étranger. Mon bonheur, c'est de prendre ma guitare et de jouer. Mon bonheur, c'est de passer un moment avec toi et d'échanger sur tout ça, de partager quelques petites clés. Les ingrédients essentiels, les choses qui te sont essentielles. Ce qui t'a toujours fait vibrer, on le disait tout à l'heure, moi, c'est de dessiner, faire de la musique, de voir les copains, de passer du temps avec les gens que j'aime. Du simple, de l'immatériel. C'est pas dans le nouvel iPhone que tu vas trouver ton bonheur. C'est pas avec un job de merde, mais avec un super salaire que tu vas trouver ton bonheur. Vraiment. Enfin, c'est pas. Ça va t'aider à vraiment être épanoui, être tranquille, à enlever des soucis et tout ça, mais c'est pas ça. Ça va être avec vraiment les petites choses qui. Je sais pas, les bonbons de ton enfance. Fais-toi plaisir, achète-toi un truc qui te faisait kiffer quand t'étais gosse. Écoute une chanson qui te faisait plaisir ou qui te fait plaisir aujourd'hui. Danse. Danse avec ta femme, avec ton mari, avec tes potes. Dans ton salon, on s'en fout, personne ne te voit. Même danse tout seul? Tout seul. Chante, si tu as envie de chanter. Moi, quand je suis en scooter, je chante. Et fais ce que tu as envie de faire. Et réalise-toi. J'ai posté une vidéo hier où je dis essaye de pas trop faire attention au regard des autres. Il est hyper important, on ne vit que de ça en vrai. Mais en fin de compte, si j'ai réussi à me lancer dans toutes mes vidéos et tout ça, c'est parce qu'un jour, j'ai 2 copines qui ne se connaissent pas, mais qui la même semaine, une des 2 d'ailleurs est Marianne, la psy qui m'a aidé dans le bouquin sur la partie psy, qui m'a dit putain, mais Mathieu, tes stories qui restent que 24 heures en ligne, elles sont hyper rigolotes, tu nous fais rire et ça machin, pourquoi t'assumes pas et pourquoi tu les laisses pas pour de vrai? Pourquoi tu les postes pas pour de vrai et tu t'en fous de ce que penseront les autres?
c'est pas grave. Il y a plein de gens qui vont dire que t'es naze, que t'es pas drôle, que t'es à chier, que ceci, que cela. Et vas-y, fais-toi kiffer toi parce qu'on sent que t'as besoin de partager ça. Ah putain, tu vois, ça c'était un signe. 2 personnes qui me disent la même chose la même semaine, bah, je les ai écoutées, j'ai foncé, j'ai posté et aujourd'hui, bah, tout ce qu'on vient de se raconter là, c'est grâce littéralement à ça. Et la joie, que t'inspire-t-elle? Qu'est-ce qu'elle m'inspire? Pour moi, la joie, c'est la vie. En fait, c'est presque une, c'est pas dire une religion, mais c'est un truc qui s'entretient aussi, qu'on va chercher en éloignant les personnes qui nous font chier. Vraiment, ça, c'est un truc. Tu vois, là, avec le temps, je l'assume. Voilà, je t'aime pas, je t'aime pas. Bon, bah tant pis, on va arrêter de se voir. Hein. C'est pas très grave, on se croisera, ça nous fera peut-être plaisir sur le moment. Mais non, la joie, c'est une espèce de truc qui s'entretient un petit peu. Il faut aller chercher son bonheur, il faut aller chercher sa joie. Tu vois, et parfois, on peut même la faker un petit peu. Tu sais, regarde ton meilleur pote ou quelqu'un et puis offre-lui un sourire. Il va te donner un sourire aussi, tu vas voir, ça va faire une petite joie commune. Ouais, ça s'entretient. Alors, mes amis les jolies fées ont un petit message à te transmettre. Acceptes-tu? Ah oui, avec plaisir. Alors, comme nous ne sommes pas en face à face, qui a 55 cartes, Ouais. est-ce que tu préfères me donner un chiffre ou un nombre entre 1 et 55 ou est-ce que tu préfères que je batte les cartes et le message tombe tout seul? Je vais te donner un chiffre que j'ai donné hier à mon chéri en lui disant que c'était un chiffre porte-bonheur et je vais te donner le 6. C'est énorme, mais à chaque fois, ça conclut tout ce qu'on a échangé dans l'émission avec chacun des invités, ça ne triche pas. Ouais. Et tu vois, je suis toujours émerveillée. La carte, c'est la créativité. Ah bah, on en a sacrément parlé en plus pendant toute La créativité s'installe dans ta vie, fais-lui une place et accompagne-la sans douter. C'est hallucinant. Ah, Je vais la mettre, de toute façon, je la mets toujours dans l'article. ouais. C'est génial. Bah oui, bah écoute, hein, pas de redire tout ce qu'on s'est dit pendant 1 heure, mais voilà. C'est ça. Et alors, si je te prêtais ma baguette de fée, à quoi te servirait-elle? Est-ce que non, je pense que ça va être un peu prétentieux ce que je vais dire, mais que tout ce que j'arrive à avoir moi de positif, que je puisse le donner aux autres. Tu vois ce que je veux dire? Je dis que c'est prétentieux parce que je prétends avoir les clés du bonheur, mais non, des moments ça va pas aussi, c'est pas tout le temps, tout est pas. Mais parfois je vois des gens autour de moi, des proches ou des moins proches, qui ont pas cette petite étincelle que j'ai la chance d'avoir. J'aimerais bien pouvoir juste, voilà, avec ta petite baguette, en donner un peu, comme ça. Parce que c'est gratos, c'est là, c'est pas besoin de, tu vois. Tiens. Mais peut-être que chacun a cette étincelle, mais elle est un peu enfouie, éteinte. Et effectivement, ça serait la réveiller. Peut-être. Et puis il y a peut-être des gens aussi qui n'en ont pas forcément envie, qui aiment bien vivre dans une mélancolie, une nostalgie. Peut-être que c'est ok aussi parfois de parfois être un peu triste. C'est comme ça qu'ils sont heureux aussi avec un petit nuage gris au-dessus de leur tête. C'est ok hein, aussi. Hein. Mais parfois, moi je suis une espèce de golden retriever, quoi. Je suis un labrador un peu foufou à avoir toujours le verre à moitié plein, même il déborde un peu parfois. Bah, justement, ce qui déborde, j'aimerais bien le donner aux autres parfois. Est-ce que la gratitude, la vraie, hein, c'est pas celle de la tête, celle du cœur, elle est importante dans ton quotidien? Ah ouais. Oui. J'essaye, en tout cas, d'en faire part à tout le monde. Enfin, qu'on me la donne ou que je la donne. C'est comme le bonheur, c'est comme tout ça, c'est un truc qui se partage. Quoi. Oui. Ça fait avancer, ça fait grandir, ça rassure. C'est bien de verbaliser aussi, hein, de dire. Donc, tu es Ouais, plutôt démonstratif. globalement, un peu, ouais. Ouais, des fois, c'est dur, c'est un peu intimidant aussi de tout dire. Hein. Je dis pas tout, hein. Des fois, je me dis merde, peut-être que je vais mettre la personne mal à l'aise en lui disant ça, que je l'aime beaucoup, qu'elle m'apporte, machin. Et je pense qu'on ne le fait pas assez. Même moi, j'ai beau te tenir ce discours-là, en vrai, je le fais pas assez. Je m'en veux parfois, enfin. Mais ouais, je pense que ça fait partie des moteurs aussi. Je pense que c'est quelque chose d'important. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Ça fait de mal à personne, au contraire, ça fait du bien. Écoute, moi j'en profite pour te remercier d'avoir accepté de partager ce moment avec moi. Tu as choisi une chanson que tu aimes beaucoup et que tu écoutes en ce moment, c'est laquelle? C'est My Husband, c'est marrant, d'une chanteuse qui s'appelle Ray.
et qui est chouette. Alors, pour être totalement honnête, je comprends pas ses paroles parce qu'elle chante très très vite. Je vous invite à l'écouter, mais elle est hyper positive. En plus, cette nana-là, je la connaissais pas et j'ai découverte à un festival cet été. J'étais comme, bah, c'est qui elle, c'est génial. Et tout le monde s'est retourné en mode, bah attends, c'est Ray, tu connais pas Ray? Elle est trop belle, elle chante trop bien, elle est hyper talentueuse. Elle a tout un band autour d'elle avec des trompettes, des saxophones, des machins. Putain, ça y va, ça y va, ça y va. Et en ce moment là, depuis 2-3 semaines, on l'écoute en boucle à la maison, on l'aime bien. Et je l'ai tout le temps en tête. Elle est cool. Et elle est pas Écoute, anonyme. bah, merci beaucoup, vraiment merci Mathieu. Je rappelle ton livre Le guide anti-stress de l'avion est paru aux éditions Gallimard Loisirs. Je te souhaite le meilleur. Bah, écoute, merci à toi aussi et un grand merci pour ton invitation. Franchement, ça me fait super plaisir. Ce fut un chouette échange. Tu es allé me chercher dans des endroits où, ouais, dont j'ai pas forcément l'habitude de parler parce que c'est vrai que j'ai beau partager beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. En fin de compte, je partage que très peu ma vie privée, sentimentale et j'essaye de préserver ça au maximum. Mais là, je pense que c'était un cadre. Voilà, tu as cadré cela de façon très rassurante pour moi et je suis très content d'avoir pu partager tout ça avec les personnes qui nous écoutent et avec toi, en l'occurrence, en espérant pouvoir, je sais pas, donner des idées à certains, à certaines peut-être. Et c'est chouette parce que ça m'a permis de verbaliser plein de trucs aussi. Donc merci beaucoup pour cet échange, Valérie. Bah, merci beaucoup, je te remercie de ta confiance. Je vous remercie tous de suivre de plus en plus Douceur et Confidence. N'hésitez pas à découvrir les émissions scintillantes, mon autre émission. En tout cas, je vous souhaite de passer de très bons moments. Au plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, rayonnez l'amour. À très bientôt.